Bonsoir, je suis Roland Lehoucq, je vais vous parler de Dune pendant cette conférence, une œuvre majeure de la science-fiction littéraire, et puis aussi du cinéma. Il y a une actualité récente sur le sujet, et donc vous allez voir qu'on peut dire beaucoup de choses, du point de vue des sciences et d'autres, à propos de ce livre-univers. Et donc ce soir, nous avons la chance d'accueillir Roland Lehoucq. Il est astrophysicien au CEA et enseignant à Sciences Po et à l'université Paris-Cité. Outre ses travaux d'astrophysique, c'est également un auteur et un vulgarisateur renommé. Il a publié plusieurs dizaines d'ouvrages tels que Pourquoi le soleil brille, Faire de la science avec Star Wars, D'où viennent les pouvoirs de Superman, ou encore son dernier ouvrage Scientifiction, la physique de l'impossible. Ces conférences ont fait rêver tout en transmettant de façon ludique des notions de physique des générations d'étudiants, dont moi. Et donc il va nous parler, non pas du dernier rapport du GIEC, ou de la dernière expertise collective des agences sanitaires sur le glyphosate, ni de la biologie du vieillissement, le genre de sujet qu'on aborde habituellement plutôt à la FIS, mais d'une publication d'astrophysique un peu particulière, Dune, de Frank Herbert, récemment repopularisé par les films de Denis Villeneuve. Ce roman, et les films qui en sont tirés, se déroulent sur la planète désertique Arrakis, où vivent les Fremen. C'est un univers futuriste où l'on peut se déplacer dans l'espace, mais où il n'y a ni machine, ni intelligence artificielle. Et en tant qu'astrophysicien, je suis sûr qu'il a plein de choses à nous expliquer sur cet univers, et surtout sur comment cette œuvre de science-fiction peut servir de support ludique et philosophique à des réflexions sur la physique et l'univers des possibles. Il a d'ailleurs dirigé l'ouvrage Dune, exploration scientifique d'une planète-univers. Nous allons donc rêver un peu, parce que c'est toujours agréable, et en profiter pour apprendre des choses au passage. Donc encore merci. Et merci beaucoup pour cette invitation et cette présentation élogieuse. On va voir si ça vous plaît. Après, vous jugerez sur pièce. L'idée est que dans cet exposé, c'est dans la ligne de ce que je fais le plus souvent, qu'on me demande le plus souvent, qui sont des exposés qui mêlent science et fiction et qui permettent, en faisant ce détour par ces mondes imaginaires, finalement de revenir différents, plus savants éventuellement, mais aussi avec des questions ou des problèmes qui ont été mis en évidence par ce détour sur notre monde, revenir dans notre monde qui est finalement le seul qui compte vraiment et le seul dont on doit vraiment se préoccuper. Donc ce Dune, c'est un travail ce que je vous présente là, il y a des parties qui sont que j'ai pu penser seul parce que j'ai un cerveau à peu près fonctionnel, mais j'ai profité dans ce qui va être exposé de la complicité d'un certain nombre de co-auteurs. Il y en a d'autres encore, mais je n'exposerai pas tout ce que contient ce livre qui a été cité à l'instant, Dune, exploration scientifique d'une planète univers, où il y a une dizaine de co-auteurs et co-autrices qui discutent avec tout un tas de disciplines qui vont de la physique à la philosophie des techniques, en passant par la linguistique ou les études de genre, ce que l'on voit dans Dune, la façon dont c'est montré dans les films et surtout dans l'œuvre. On prend comme point de départ, comme source primaire, le roman de Frank Herbert de 1965. Et donc j'ai profité de l'aide de Daniel Suchet, qui est un jeune étudiant, enfin il est plus tout à fait jeune étudiant, je le vois toujours comme un jeune étudiant parce que c'était un de mes étudiants quand j'enseignais à l'école polytechnique, et qui maintenant est un chercheur aguerri à l'Institut photovoltaïque d'Île-de-France, et qui est aussi très actif en diffusion des connaissances. Henri Chemla est chimiste à Sorbonne Université. Hugo Bellagamba est maître de conférence du droit et en histoire du droit à l'ISD politique à l'université Nice-Côte d'Azur. Et Vincent Bontemps, c'est un collègue du CEA qui est dans un laboratoire qui s'appelle le LARCIM et qui, lui, est un philosophe des techniques. Donc je vais évoquer des choses parmi des chapitres qu'eux ont pu rédiger dans ce bouquin, dans cette conférence en plus. Alors Dune, d'abord c'est un roman, mais avant d'être un roman, ça a été publié en épisode dans une revue de science-fiction très connue qui existe toujours, qui s'appelle Analogue. Et dans cette revue, il a été publié en chapitres par un jeune auteur, en 65, Frank Herbert, un jeune auteur qui n'avait à son actif qu'un roman et quelques nouvelles seulement, mais qui était aussi journaliste et qui avait eu la possibilité de travailler. C'est pour ça qu'il a écrit Dune, qu'il a appelé initialement Dune World, et qui a travaillé sur les dunes de l'Oregon. Il y a des dunes côtières dans l'état de l'Oregon, et ces dunes côtières donc en sable posent un certain nombre de problèmes parce qu'elles se déplacent, elles perturbent l'environnement humain. Bon, on pourrait voir ça de l'autre côté, c'est peut-être les humains qui perturbent l'environnement des dunes, mais au final, il y avait tout un espèce de grand reportage qu'il a fait et qui n'a jamais été publié.
Faute de pouvoir en faire quelque chose, il a décidé d'en faire ce roman qui s'appelle Dune, et qui est ensuite un roman qui était en épisode dans 3 numéros de la revue Analogue, et puis ensuite c'était publié comme un fix-up, comme un ensemble de ces nouvelles, de ces textes qu'il a reformulés, reformatés, réécrits, liés pour en faire un roman complet qui s'est appelé Dune. Et donc, ce roman Dune, il faut reconnaître que c'est une des œuvres les plus emblématiques de la science-fiction littéraire. 20 millions d'exemplaires vendus, c'est une des œuvres les plus connues. Ça a été multiprimé. Enfin bref, c'est une œuvre majeure de la science-fiction. Donc si vous n'avez pas vu le livre, je vous recommande de le lire. Sinon, vous avez peut-être vu les films, les 2 films, celui de David Lynch en 1984, qui finalement a des vertus, même s'il y a des choses à discuter, mais en le revoyant, je dis que finalement ce film n'est pas... Enfin, il y a des choses à voir intéressantes, et qui sont même presque pour certains endroits mieux, je trouve, que dans le Villeneuve. Et puis il y a les 2 films de Villeneuve, dont le 2e épisode est sorti récemment, la 2e partie est sortie récemment, et maintenant on nous promet le 3e, parce que Dune, c'est un roman en 2 volumes, vendu en France en 2 volumes, ou en un seul gros volume dans l'édition, disons, collector. Et puis ensuite, il y a le Messie de Dune, il y a toute une suite derrière, et donc il y a le Messie de Dune, le 3e épisode, disons, qui est annoncé par Denis Villeneuve. Alors Dune, c'est une planète. Alors ce qui est intéressant dans le travail de Frank Herbert, c'est qu'il fait partie de ces auteurs de science-fiction, mais ils sont quand même assez nombreux, qui se documentent beaucoup avant d'écrire, ou en écrivant. Ils se documentent beaucoup et ils essaient de faire les choses sérieusement. Alors évidemment, là, il avait beaucoup de documentation sur les aspects dunes, si j'ose dire, sable, etc., écosystème dans les milieux dunaires. Et donc, il a pu, effectivement, avoir plein d'informations et construire un monde qui est cohérent. C'est ça qui est assez intéressant, c'est que son monde est relativement cohérent, on va le voir. Bien sûr, il y a des choses à discuter, mais le monde est relativement cohérent et il essaie d'asseoir un peu toutes les choses. D'ailleurs, dans le roman, on voit qu'il y a le roman lui-même, et à la fin, il y a un lexique de l'Imperium, où il y a tous les mots forgés qu'il invente, beaucoup de mots tirés de l'arabe, et d'autres mots qu'il invente et qui sont expliqués, pour que vous ne soyez pas perdus dans le détail des mots. Et puis, il y a 3 appendices, dont un appendice qui concerne l'écologie de Dune. Et il nous fait une sorte de tartine qui est hors roman, pour le plaisir du lecteur et de la lectrice, de compréhension de comment fonctionne son monde, en donnant tout un tas d'informations précieuses, si on veut analyser un petit peu ce monde, essayer de tirer un peu la ficelle. Et parmi ces informations, on apprend que Arrakis, c'est la 3e planète de Canopus. Canopus, qui est une étoile qui existe réellement, c'est la Alpha de la Carène. Alpha, ça veut dire la plus brillante vue depuis la Terre, Alpha de la Carène, qui est une constellation qu'on voit dans l'hémisphère sud. La Canopus, elle est là. Bon, évidemment, on s'en fout, parce qu'il y a plein d'autres étoiles autour. Mais c'est une étoile assez brillante de notre ciel. Elle est à 312 années-lumière de la Terre. Et pour la voir aussi brillante à cette distance considérable, c'est une étoile très brillante, intrinsèquement très brillante. C'est une géante bleue dont la masse est 8 fois la masse du Soleil et 15 000 fois plus lumineuse que notre Soleil. Donc c'est une étoile, vraiment une grosse étoile. Canopus, c'est vraiment une grosse étoile. Alors quand on nous dit des choses comme ça, c'est assez intéressant. En plus, il rajoute des informations sur la planète. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que cette planète, elle est chaude, on va le voir tout à l'heure, vous le savez déjà, Dune, enfin ça évoque quand même le sable et peut-être même le désert, et c'est le cas de cette planète Arrakis, en fait, qui s'appelle Arrakis dans la langue des Fremen, dans la langue des autochtones. Et cette planète, on nous donne des informations sur la composition de son atmosphère, qui est assez proche, en tout cas, de la composition terrestre, sauf peut-être pour le gaz carbonique, qui est quand même plutôt sensiblement très pré-industriel, avec 230 parties par million, alors que nous sommes plutôt actuellement à 417 parties par million, et que 230, c'est une valeur basse, même par rapport à l'ère industrielle, qui était plutôt vers 300 ppm. Donc il nous donne une composition avec oxygène et azote qui ressemble pas mal à ce que nous avons sur Terre, et puis des températures qui nous disent ça varie entre 254 et 332 degrés absolus, donc des kelvins, et donc ça veut dire entre moins 19 pour les parties polaires, quand même, il y a des pôles, il y a semble-t-il sans doute des saisons, vous allez voir qu'elles sont très longues sans doute, et puis 59 degrés Celsius pour les parties plus équatoriales, et c'est là où il fait assez chaud sur Dune, 59 Celsius, ça peut être pas mal, on voit sur Terre, ça peut monter aussi chaud, d'ailleurs en Inde en ce moment, ils sont en train de réaliser, et nous indirectement, mais comme c'est loin, on a peut-être tendance à l'oublier, que ce réchauffement est bien en cours et que ça chauffe vraiment, et qu'à 50 degrés ou à 49 degrés, on va très mal. Et donc là, on a une planète qui est désertique, on va y revenir, et qui est en orbite autour d'Arrakis, et là, voilà des valeurs que l'on peut estimer. Comment j'estime ces valeurs pour l'orbite? Personne dans le livre ou dans le roman ne me donne l'orbite de la planète Arrakis, mais moi, j'essaie de la déduire en faisant un peu de doigt mouillé, mais aussi un peu de réflexion, qui est de dire, eh bien regardez, son étoile est 15 000 fois plus brillante que le Soleil. À quelle distance dois-je être emplacé pour me recevoir autour de Canopus le même flux lumineux que je reçois de la Terre du Soleil? Et comme ce flux lumineux diminue en inverse du carré de la distance,
On est à la FIS ici, alors hein, on est d'accord, j'en vois. Hein. Sinon, c'est pas grave. Vous me suivez, enfin, vous comprenez l'argument. Il y a un argument technique, c'est ça qu'il faut comprendre. En inverse du carré de la distance, donc si elle est 15 000 fois le plus lumineuse, il faut être racine carrée de 15 000 fois plus loin. Hein? Bon, alors racine carrée de 15 000, c'est emmerdant, parce que 150, il faut faire racine de 150 fois 10, alors racine de 150, combien ça fait? À peu près 15, parce que 15 au carré, 225 c'est trop, alors 13, alors 14, 12 au carré, ça fait 144. 12. 12 fois 10, 120. Il faut être 120 fois plus loin pour avoir le même flux. Et puis on tient compte de la composition atmosphérique, plutôt faible en gaz à effet de serre. Donc j'essaie de jouer un petit peu, d'ailleurs j'ai fait des petits calculs très simples derrière pour justifier ça. Et puis il fait chaud, un peu plus chaud que sur Terre. La température moyenne, elle est donnée, elle est un peu plus élevée que sur Terre, plutôt 20 Celsius, donc une température que la Terre a subie dans son passé. Mais nous, c'est plutôt 15 Celsius, la température moyenne. Donc je la mets un peu plus près. Donc je ne la mets pas 120 fois la distance Terre-Soleil, 120 unités astronomiques, 120 UA, je la mets un peu plus près à 114 UA, parce que je me dis que là, ça va le faire, ça va, en faisant des petits calculs de coin de table, ça peut être pas mal. Vous voyez comment on peut tirer, avec peu d'éléments, on peut commencer à tirer des choses pour dire plus que ne dit l'œuvre, et qui n'est pas vraiment important, parce qu'en réalité, on s'en fout. En fait, non, on s'en fout pas, parce que du coup, la période, c'est 430 années. Bon, très bien, le tour, la période de révolution, 430 ans. Donc, si Dune est une planète qui est comme la Terre, a un axe incliné sur son plan orbital, elle va avoir des saisons, et dont les saisons vont être en gros 100 ans par saison, quoi. Vite fait sur le gaz, je vous le fais à un siècle par saison. Donc, ça varie pas vite. Quand la saison, c'est chaud, eh ben, ça dure 100 ans. Voilà. D'accord ? Parce que l'été, il fait chaud, on est content, puis à la fin, c'est bon, quoi. Hein. Vivement l'automne, et puis l'hiver, ouais, bon, mais en fait, il fait un peu plus frais, c'est pas si désagréable non plus. Donc là, les saisons durent longtemps. Donc là, ça permet de dire un certain nombre de choses, et j'ai vu passer, par exemple, d'ailleurs, j'avais discuté avec eux, c'était très intéressant, ils n'ont pas lancé le coup derrière, parce que c'était moins marrant, des gens qui sont un peu comme moi, des dingues, et qui sont aussi, eux, des climatologues, qui ont des modèles climatiques, et ils se sont plu à prendre la carte de Dune, telle que Herbert l'a dessinée, je vais vous la montrer, et puis à mettre des modèles climatiques en mettant la composition, et en mettant une orbite de 1 an, comme la Terre, pour dire comment ça varie les températures. Et ils ont fait une sorte de modèle climatique de Dune. D'autres ont fait ça avec la Terre du Milieu, par exemple, dans Tolkien. Bon, c'est des jeux pour montrer que ces modèles, ils ont vocation à s'appliquer à tout un tas de situations, y compris imaginaires, pour essayer de faire parler l'œuvre, pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut en dire en bricolant avec ces choses-là, mener une sorte d'enquête scientifique à propos de l'œuvre. Et donc là, ils avaient pris 1 an de période, mais ça ne va pas du tout, parce qu'1 an de période, c'est beaucoup trop près de l'énorme planète, de l'énorme étoile, et donc la planète est simplement carbonisée. Là, on n'est plus de l'ordre de il fait chaud, on est de l'ordre de le sable fond. Donc c'est un autre monde, définitivement. Et donc 430 années de Terre, je leur avais dit, bah non, il faudrait plutôt prendre beaucoup de siècles comme période orbitale, et du coup, c'est vrai que c'est moins intéressant, parce que les saisons durent 100 ans, donc on peut faire un joli diagramme avec janvier, février, mars, avril, enfin l'équivalent des 12 mois. Voilà, bon, on n'avait pas été plus loin, parce qu'on dit, bon, c'est une planète imaginaire, on ne va pas non plus détourner les crédits de la recherche pour étudier, bon, d'accord, à un moment donné, on s'arrête. Mais c'est ça l'idée, vous voyez, qu'on peut tirer loin, et ce que font authentiquement les planétologues, les gens qui s'intéressent aux exoplanètes et à leur climat, notamment mon camarade Franck Celsis qui travaille à Bordeaux, à l'observatoire de Bordeaux, et il se plaît effectivement pour les problèmes de recherche, et du coup, il aime bien la science-fiction lui aussi, donc, et du coup il le fait sur d'autres planètes, comme Pandora, c'est pas une planète Pandora, c'est un satellite, mais enfin sur Pandora dans Avatar ou d'autres, et donc il se plaît à essayer de déterminer les climats qu'on peut imaginer sur ces planètes, exoplanètes curieuses, dont des orbites sont des fois synchronisées rotation-révolution, autour d'étoiles qui sont plus petites que le Soleil, moins brillantes, bref, d'essayer de comprendre comment pourrait être le climat, les fonctionnements atmosphériques de ces planètes. Et donc là, on peut essayer de jouer avec ces planètes imaginaires aussi. Alors, un autre point qui est intéressant, c'est que Canopus est une planète très massive, 8 masses solaires, et 15 000 fois plus brillante que le Soleil. Ça marche à peu près, parce qu'on a une idée qu'en gros, la luminosité d'une étoile, ça dépend de sa masse, en première approximation, et ça dépend même à peu près du cube de sa masse. Une étoile qui est 8 fois plus massive que le Soleil, elle est en gros 8 au cube fois plus brillante. 8 fois 8 fois 8, 64 fois 8, vous voyez, ça ne fait pas 15 000, mais ça fait pas loin. Et donc on a une situation où la planète elle est plus brillante parce qu'elle est plus massive, et il se trouve que dans une étoile, l'équilibre radiatif fait qu'une étoile, elle rayonne autant de lumière qu'elle produit d'énergie nucléaire en son cœur. Si elle produisait pas exactement cette valeur-là, soit elle se contracterait et elle prendrait son énergie potentielle gravitationnelle pour compenser le rayonnement manquant, soit au contraire, si elle rayonnait trop, par un coup de baguette magique, elle se dilaterait pour modérer les réactions nucléaires. Bref, une étoile, ça rayonne exactement en lumière l'énergie, la puissance qui est produite au cœur par la réaction de fusion thermonucléaire.
Et donc, les réactions de fusion thermonucléaire dans Canopus vont être 15 000 fois plus actives que dans le Soleil. Parce qu'elle brille 15 000 fois plus. Et simplement, cette planète n'est que 8 fois plus massive. Elle n'a que 8 fois plus de masse. Et elle brille, elle la consomme 15 000 fois plus vite, puisqu'elle est 15 000 fois plus brillante. Au final, on peut, au doigt mouillé, dire qu'une étoile comme Canopus va durer 2000 fois moins longtemps, sa durée de vie va être 2000 fois moindre que celle du Soleil. Si on prend celle du Soleil entre 10 et 12 milliards d'années, une dizaine de milliards d'années, Canopus, 5 à 6 millions d'années, sa durée de vie. Et donc une planète en orbite autour de Canopus, pourquoi pas, mais avec une planète, une étoile massive qui finira sa vie en explosant comme une supernova, dont nous avons d'ailleurs ici un éminent et fin connaisseur, ancien. Eh bien, en explosant comme une supernova, les planètes autour, évidemment, il y aura quelques problèmes, pas besoin d'épiloguer longuement là-dessus, mais surtout, la planète, elle a 6 millions d'années pour qu'il s'y passe quelque chose. Et le quelque chose, c'est quoi ? Eh bien, c'est toute cette vie qu'on y voit, dans le film et dans l'œuvre. Et donc, qu'est-ce qu'on peut déduire ? Eh bien, que toute la vie qu'on voit sur Arrakis, elle a été importée sur Arrakis. Ça n'a probablement pas, en 6 millions d'années, on pense que la vie n'a pas eu le temps de se développer sur Terre. Il a fallu, les plus anciennes vies qu'on a vues sur Terre, c'est qu'on connaisse avec des traces officielles, si j'ose dire, c'est les stromatolites, les fossiles de stromatolites en Australie qui sont datés à moins 3,8 milliards d'années. Et la Terre, c'est moins 4,56 milliards d'années. Donc la vie a mis un certain nombre de millions d'années, sans doute moins que les 700 millions qui séparent le début des stromatolites, mais une centaine de millions d'années au bas mot. En tout cas, pas 6 millions. Sans doute pas 6 millions. Et donc, du coup, on peut déduire, vous voyez, de tout ça, que toute la vie qu'on voit sur Arrakis, les Fremen, les vers des salles, enfin tout le bazar, c'est venu de l'extérieur. Alors, en 6 millions d'années, on a le temps de le faire. Enfin, il faut avoir les moyens techniques, mais après tout, on a le temps de le faire. Donc voilà pour ce qu'on peut dire du point de vue, disons, astrophysique sur Canopus. Voilà le plan, alors là c'est un plan qui a été recolorisé, mais qui est le plan qu'a dessiné dans l'œuvre, dans son roman, qu'a fait dessiner ou qu'a dessiné lui-même, je ne sais pas, Frank Herbert. Une vue d'artiste d'Arrakis vue de l'extérieur, on n'en trouve pas beaucoup malheureusement sur le web. Et puis Arrakis, planète des sables, c'est vraiment un endroit où il y a un climat très aride, très peu d'eau. D'ailleurs les Fremen ont toute une discipline très stricte autour de l'eau et de son économie. Et puis il y a des tempêtes, on nous décrit tout ce qui se passe, des tempêtes de sable extraordinaires, on le voit dans le film, qui font plusieurs centaines de kilomètres par heure, qui s'appellent, dans l'œuvre, des tempêtes Coriolis, qui font évidemment référence à la force de Coriolis et au fait que, à cause de cette force, les vents tournent de façon différente selon qu'on est dans l'hémisphère nord, et les courants marins aussi, ou dans l'hémisphère sud. Et on nous explique par Dot Kynes, qui est un planétologiste, vous voyez, c'est marrant, planétologiste, il a forgé ce mot, ça n'existait pas encore, le planétologiste, les planétologues, les gens qui étudient les planètes, c'était des géologues, et puis il y avait les planètes du système solaire, mais en 1965, on en savait, disons, relativement peu, on savait des choses, mais relativement peu. On regarde maintenant, sans même parler de la preuve qu'on a eue beaucoup plus tard, en 1995, de l'existence des exoplanètes, dont on se doutait de la présence, mais dont on a eu la preuve directe de l'existence. Et il nous dit qu'il y a eu de l'eau sur Arrakis. Voilà. Donc il y a eu de l'eau sur Arrakis, on voit des traces, il nous montre des traces géologiques, des plaines de sel, des grands déserts salés qui montrent qu'il y a eu de l'eau sur Arrakis, et maintenant il n'y en a plus. Donc quelque chose s'est passé, s'il fait assez chaud, l'eau a pu s'évaporer. On voit que sur Mars, la planète Mars, il ne fait pas bien chaud sur Mars, moins 60 degrés Celsius, mais il n'y a plus d'eau qui est partie parce que l'atmosphère de Mars, elle aussi, est partie. Et elle est partie sans doute parce que Mars a été d'abord est moins massif que la Terre, avec un champ de pesanteur beaucoup moins intense, donc elle tient moins son atmosphère, et ensuite, elle n'a pas de champ magnétique, ou un champ magnétique très faible initialement, et ensuite qui a disparu rapidement, et que ça a épargné, ça a évité, enfin, ça n'a pas permis de faire ce recyclage de la haute atmosphère, ou les particules ionisées en haute atmosphère, au lieu de s'échapper, elles peuvent retomber ou rester piégées dans la métosphère terrestre. Au final, Mars a perdu son atmosphère, la pression a diminué, et ça a évaporé l'eau, simplement parce que la température d'ébullition dépend de la pression, et quand la pression est plus faible, ça s'évapore plus facilement. Ça se met en ébullition plus facilement. Alors sur Arrakis, vous savez aussi qu'il y a une faune assez dangereuse, dont on a ici un exemplaire manifeste, que sont ces vers des sables. Là, c'est tiré du film de Villeneuve. Vous voyez qu'avec les personnages devant, on peut faire un petit exercice d'échelle. Quel diamètre du ver des sables? Alors évidemment, il y a une petite difficulté, c'est-à-dire que malgré tout, les personnages sont devant le ver, on ne sait pas bien la distance qui les sépare. Vous voyez qu'avec même des étudiants, des lycéens, des collégiens, on peut toujours se demander, si je compare les tailles, est-ce que les humains font, disons, 1,80 m, je compare, est-ce que ça me donne la taille du ver des sables? Ah oui, il y a un petit biais, parce que
c'est pas la même distance, mais quand même, est-ce que je peux malgré tout jouer avec ça? Donc tout de suite, dans cette question-là, par cette simple mesure-là, on réalise qu'est-ce que ça veut dire faire une mesure en physique, c'est se préoccuper de plein de choses. Et pas juste de comparer deux trucs et dire le pouce, il est aussi grand que la tête du monsieur. Non, quoi. Il est plus grand en apparence et donc il faut tenir compte de plein de choses. Et en astrophysique, c'est fondamental. Toutes les étoiles sont sur la sphère de la voûte céleste. Elles ont des luminosités variées qui ne sont pas parce qu'elles sont plus ou moins brillantes les unes par rapport aux autres. C'est aussi parce qu'elles sont plus ou moins lointaines les unes par rapport aux autres. Et un des travaux majeurs de l'astrophysique, c'est déterminer la distance des objets qu'on observe pour pouvoir en parler, de parler de leur quantité intrinsèque, la luminosité, ou de parler de toutes leurs propriétés intrinsèques de façon un peu pertinente. Donc là, on a une faune dangereuse. Ce ver des sables, on nous dit qu'il fait 400 mètres de long, pas celui-ci spécifiquement, mais ils vont jusqu'à 400 mètres de long et 40 mètres de rayon, 80 mètres de diamètre. Ça fait 2 millions de mètres cubes. Quand on fait le calcul d'un ver des sables, disons cylindrique, ayant ces dimensions, c'est beaucoup de mètres cubes. Dans le sable, on peut douter que ce soit pertinent de se déplacer dans un milieu granulaire. Je ne vais pas faire tout un cours sur la physique des milieux granulaires, qui est passionnante, mais c'est pas si simple de se déplacer dans un milieu granulaire. Ça frotte beaucoup sur du sable, et un machin aussi volumineux se déplaçant dans du sable, c'est pas facile. Alors il y a une petite astuce aussi, l'air de rien, c'est que s'il fait 40 mètres de rayon, il en fait 80 de diamètre. S'il veut nager, si j'ose dire, dans le sable, il faut qu'il y ait, disons, au moins 80 mètres de sable, voire un peu plus. Je rappelle que le Grand Sahara, c'est 26 mètres d'épaisseur de sable dans les endroits les plus épais. Et après, la question, c'est d'où vient le sable. Je laisse ça à votre réflexion. D'où vient le sable sur Terre et puis d'où vient le sable sur Arrakis. Parce que là, c'est pas juste 26 mètres comme dans un coin qui s'appelle le Sahara. C'est sur une planète, sur une immense zone de planète, il y a une bonne centaine, minimum, une bonne centaine de mètres de sable pour que les vers puissent faire bricoler leur plan. C'est pas vu leur dimension. Donc vous voyez que là on joue et on se moque entre guillemets, c'est pas une moquerie, mais c'est pour dire que voilà, on peut interroger l'œuvre et révéler ses failles, qui sont nombreuses. Il y a marqué science-fiction dessus, donc il y a marqué fiction. Ça n'avance pas masqué, c'est pas comme les fake news qui disent oui, tout va bien. Non, là il n'avance pas masqué, c'est marqué fiction. Donc d'une certaine façon, si c'est faux, on peut pas leur reprocher. Mais ça permet, vous voyez encore une fois, par cet exercice-là, c'est un peu méthodologique aussi, ce que je vous expose là. On va discuter d'autres choses après, vous inquiétez pas. Enfin, tu me dis Jean-Jacques pour l'heure, parce que là je suis mal barré là. Et donc là je suis parti en mode à fond. Et donc on peut comme ça interroger ces œuvres. On connaît déjà la réponse. C'est faux, d'une certaine façon. C'est de l'invention. Et comme on connaît déjà la réponse, c'est pas ça qui nous intéresse. C'est cette fois-ci comment je vais montrer que c'est faux. Où est-ce que je vais trouver? Quel est le point à trouver qui va me permettre de mettre en critique ce que j'ai vu? Et pas pour être critique désagréable, c'est pas absolument pas le point. C'est une œuvre magistrale. Il y a plein de choses à en dire. Même les œuvres de fiction mauvaises, entre guillemets, on peut les regarder de façon bienveillante pour essayer de tirer de l'information et exercer, quand on est un jeune étudiant ou une étudiante, lycéen ou collégien, d'essayer d'exercer son esprit critique. C'est bien un peu le but de cette association aussi, d'exercer son esprit critique en partant d'une œuvre dont on connaît la réponse, qui n'avance pas masquée, c'est faux, ou en tout cas c'est imaginé, et donc on va tirer le fil pour dire pourquoi c'est faux. Et ensuite, dans une situation réelle où le réel c'est beaucoup plus compliqué, parce que les plus habiles mélangent astucieusement le vrai et le faux pour faire passer un message discutable, et bien cette fois-ci il va se mettre dans les vraies conditions. Dans la vraie vie, il faut essayer de trouver les éléments qui permettent de jauger le discours qui est tenu. Voilà un point méthodologique qui permet en général utiliser ces œuvres de science-fiction pour travailler les méthodes et les outils mentaux, des méthodes et des outils d'autodéfense intellectuelle finalement. Alors, dans l'appendice écologique de Dune, on nous dit que Shai-Hulud, alors Shai-Hulud c'est le nom vernaculaire de ces grands vers, il ne faut surtout pas les détruire, sinon on met fin à la production d'épices. Alors vous savez que dans Dune, il y a ce matériau fabuleux, cette molécule, ou plutôt ce mélange, on l'appelle aussi le mélange, donc c'est certainement pas une molécule unique, c'est un mélange de choses, l'épice, et qui est la production de Dune, et qui est le seul endroit de l'univers qui produit cette épice. On va y revenir tout à l'heure. Et Shai-Hulud est clairement dans l'écosystème de Dune et fondateur, est au cœur de la production de cette épice. Et son usine interne de digestion, donc d'abord ça tue l'épice, donc l'économie de Dune, enfin l'économie qui profite surtout aux puissances capitalistes qui sont sur Dune, et pas tellement aux Fremen qui essaient de survivre difficilement à la surface de la planète. Mais si on détruit Shai-Hulud, il y a aussi un problème, c'est que c'est une usine à oxygène. Il est en train de nous faire le coup de les forêts et produisent de l'oxygène, et c'est bien, c'est cool. Bon, il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Mon camarade géologue de l'ENS Lyon, Pierre Thomas, a écrit des articles incendiaires, c'est-à-dire non, l'Amazonie n'est pas le poumon du monde, non, bon, il y a des choses à dire sur ça, mais en tout cas, il y a l'idée qu'il faut bien que cet oxygène qui est dans la planète, il faut bien qu'il vienne de quelque part, même si on oublie les 6 millions d'années, etc., eh bien, c'est Shai-Hulud qui produit l'oxygène. Et comment est-ce qu'il nous dit qu'il produit l'oxygène? Merci à Shemla, le chimiste.
Alors là, c'est la photosynthèse, enfin rapidement schématisée, parce que là, c'est juste un petit sucre, mais c'est du sucre, du glucose en général, du dioxyde de carbone, de l'eau, de la lumière, et hop, ça fait des sucres et du dioxygène qui est relargué par la photosynthèse. Et qu'est-ce qu'il nous dit dans le texte? Regardez, on peut effectivement faire ce qu'on appelle la réduction d'un acide, la réduction de l'acide acétique, ça donne l'acétaldéhyde plus du dioxygène. Et donc la réaction qu'il nous propose, c'est l'équivalent à partir d'un acide, au lieu de prendre le CO2, c'est l'acide carbonique, qu'on appelait aussi acide carbonique. Au lieu de prendre du CO2, on prend de l'acide acétique et on le transforme en acétaldéhyde, réduction, hop, et ça fait du dioxygène, et c'est ça qu'il est en train de nous expliquer. Donc de la vraie chimie inexistante sur Terre. Il n'y a aucun être sur Terre qui fait ça. Mais plausible si on veut produire du dioxygène à partir d'un autre mode de production que la photosynthèse et donner à ces vers des sables une autre fonction écologique que celle de l'épice. L'épice, on la voit là, c'est tiré du film de Villeneuve, c'est les petits grains un peu plus sombres dans le sable de la surface de dune. Et cette épice, eh bien, il y a un cycle qui le produit. Là, il ne s'agit pas, on ne va pas le discuter longuement, mais il a pensé à une écologie complète. C'est-à-dire qu'il y a les vers des sables, les grands chaillouloudes qui mangent ce qu'il appelle le plancton des sables, qui eux mangent l'épice. Les planctons des sables évoluent en truites des sables, ça y est, je vais y arriver, qui produisent l'épice et qui évoluent les truites en vers des sables. Et donc, il y a quelque chose qui ressemble, le plancton, les baleines, l'océan, enfin tout un bazar. Vous voyez, il y a quelque chose qui ressemble à ça. Il y a une volonté de faire vrai, de faire corps. Ça, c'est vrai en science-fiction. La science-fiction, elle ne s'oblige pas à être vraie, elle s'oblige à être vraisemblable. Elle permet de débrancher votre module d'incrédulité, parce que je vous connais tous ici à la FIS, vous êtes incrédules. Mais quand vous regardez une œuvre de science-fiction, vous débranchez votre module d'incrédulité parce que vous faites confiance. Il y a une sorte de pacte avec l'auteur ou l'autrice ou avec le réalisateur, une sorte de pacte qui est je lui fais confiance pour me raconter une histoire dont je sais qu'elle sera fausse, mais ça n'est pas grave, elle sera suffisamment cohérente pour que je ne décroche pas, et en même temps je serai exalté, enthousiasmé, intéressé par l'histoire qu'il m'a racontée. Je suis prêt à me laisser rouler pour mon plaisir de lecteur, à condition que l'auteur me roule bien, vous voyez, qu'il fasse ça bien. Que l'œuvre soit intéressante, bien sûr, mais qu'il fasse ça de façon cohérente, de façon plausible, et dans laquelle j'ai facilité à débrancher mon incrédulité et à le suivre après dans ses développements. C'est un peu ça le ressort, finalement, littéraire de la science-fiction. Et donc là, quand on voit quelque chose comme ça, qui est décrit très exactement en cherchant dans le bouquin et puis dans l'appendice écologique du roman, on voit très très bien, on retrouve très facilement ces informations-là, qui montrent que manifestement, Herbert a travaillé, disons. Alors, il y a aussi une affaire qui est plutôt propre au film de David Lynch, mais qui est évoquée parce que dans le film, excusez-moi, dans le roman, mais aussi dans les films évidemment, mais dans le roman, l'épice, on a dit, pourquoi elle joue un rôle important? Elle joue un rôle important à plusieurs titres. D'abord, c'est un psychotrope. Bon, ça, c'est un rôle important éventuellement, ça se vend en paquet de 10. C'est aussi une drogue gériatrique qui permet de prolonger l'existence. Et c'est aussi, elle donne une sorte de capacité de préscience. Alors ça, c'est intéressant. Vous pouvez connaître les chiffres du loto à l'avance, tout ça, pratique. Et donc, cette capacité de l'épice a permis, alors qu'il fut un temps, les humains voyageaient dans l'univers, mais très lentement et très malaisément, grâce à l'épice, les navigateurs, c'est-à-dire ceux qui pilotent les vaisseaux interstellaires, ont pu, grâce à l'épice, non pas propulser les vaisseaux, ce n'est pas un carburant, mais ont pu guider de manière beaucoup plus efficace les vaisseaux dans l'espace-temps. Disons, appelons ça comme ça, dans l'espace-temps. Et cette capacité de l'épice à être au cœur du transport et du commerce galactique, non pas pour de la propulsion, ce n'est pas une source d'énergie, ce n'est pas le pétrole, vous voyez bien que l'analogie est assez évidente, entre une planète désertique où on produit une ressource ultra rare, ultra chère, ultra importante pour toute l'économie galactique, et en plus avec du sable et où les gens parlent arabe. 65, c'est easy de voir, il n'y a pas besoin d'être un grand analyste de la science-fiction pour voir tout de suite à quoi il peut être fait référence en replaçant cette œuvre dans son contexte. Et donc l'épice est au cœur finalement de l'expansion humaine dans la galaxie, en tout cas cette facilité et du coup des voyages interstellaires. Les navigateurs de la guilde ne peuvent plus maintenant exécuter les voyages indispensables au commerce galactique, au transport de troupes, de passagers, tout ce qu'on veut, sans l'épice. Et puis dans le film Dune de David Lynch, on nous rajoute une petite information, c'est que le gaz de l'épice, le gaz orange, parce qu'en fait les navigateurs de la guilde, à force de se respirer un gaz, une atmosphère très riche en épices, ont muté, sont devenus
toujours des formes humaines, mais très curieuses, fort bien représentées, qu'on ne voit absolument pas d'ailleurs dans le film de Villeneuve, mais qui sont très bien représentées dans le film de Lynch, enfin, agréablement représentées au sens de la comparaison au roman. Eh bien, ces navigateurs arrivent, ça c'est ce que nous dit Lynch, donc là je sors du roman strictement parlant pour arriver dans le film de Lynch, nous dit qu'ils arrivent à se déplacer en pliant l'espace. Alors évidemment, ça paraît une bonne nouvelle, parce que finalement, pour aller d'un point à un autre rapidement, on dit souvent on va aller d'un point à un autre rapidement, c'est-à-dire on va y aller à grande vitesse. Ça veut dire ça, qu'on va y aller rapidement. En fait, ce que vous voulez, en général, quand vous voyagez, c'est pas tellement y aller à grande vitesse. Vous y allez en un temps court. Et effectivement, comme la durée du voyage est la distance divisée par la vitesse, rapidement calculée, eh bien, pour que le temps soit court, à distance donnée, il faut que la vitesse soit grande. Bon, ok, tout est normal, voyager rapidement. En fait, ce qu'on veut réellement, c'est voyager en un temps court. Mais si vous arriviez à prendre Marseille à la main, à tirer Marseille jusqu'à vous, à faire un pas, à lâcher Marseille et vous retrouver à Marseille, en ayant voyagé à vitesse habituelle, simplement en marchant, vous ne seriez pas forcément dégoûté par le voyage. Enfin, on sent que ça va être compliqué. Mais c'est pas ça le point. Le point, c'est pas vite, c'est en un temps court. C'est ça, ce point-là sur lequel je veux insister. Et dans le cas de la relativité restreinte d'Einstein, la relativité générale d'Einstein, qui est une théorie de la gravitation, dans laquelle l'espace-temps est déformable et déformé par la présence de masse, les mouvements des masses, la présence et les mouvements des masses, éventuellement de toute forme d'énergie, qui peuvent être aussi des ondes électromagnétiques, par exemple, la lumière, par exemple, eh bien, on peut imaginer faire ça, déformer l'espace-temps, et prendre, je caricature bien sûr, je prends l'espace-temps là-bas, je tire un peu, hop là, je fais un pas et je lâche. Je prends l'arrivée du 100 mètres, je la tire à moi, sur une piste élastique, je me mets sur la ligne d'arrivée, je lâche, boum, ça y est, je suis arrivé. D'accord ? C'est ça l'idée, je caricature un peu, c'est ça l'idée. Alors après, il faut la mettre en musique. Alors il y a un physicien mexicain, Miguel Alcubierre, qui a calculé pour la première fois quel genre de déformation d'espace-temps il faudrait. Il y a eu des variantes. Je vous laisserai fouiller sur Internet, vous trouverez le warp drive, la propulsion par déformation d'Alcubierre. Voilà un petit dessin qui vous montre que si vous contractez l'espace devant, ça veut dire vous mettez beaucoup de matière dans pas beaucoup de volume, c'est-à-dire vous mettez un trou noir devant vous. Et puis derrière, vous dilatez l'espace, vous êtes obligé de le faire en même temps. Ça veut dire derrière, vous mettez un truc à une masse négative et qui est aussi un trou noir. Donc il ne vous échappera pas que quand on dit masse négative, on dit un truc qu'on n'a jamais observé. Donc vous voyez, ça, on peut l'écrire, on a le droit de mettre des masses négatives dans la relativité générale, ça ne veut pas dire pour autant qu'elle existe. On peut créer ça, ça donne cette déformation-là, l'espace-temps est déformé mais contracté à l'avant et dilaté à l'arrière, ça fait une sorte de bulle d'espace-temps et qui peut se déplacer. Et si vous regardez se déplacer cette bulle loin, vous êtes loin de cette bulle qui se déplace, vous pouvez même avoir l'impression qu'elle se déplace vue de là où vous êtes, ce qui est une sorte, disons, d'illusion, elle se déplace plus vite que la lumière. Alors qu'à l'intérieur, la vitesse est toujours au voisinage de, c'est toujours limité par la vitesse de la lumière. Donc j'évoque ça, le warp d'Alcubierre, ça évoque ça parce que cette chose était présente dans le film. J'ai mis la petite chose là-haut, ça c'est pour ceux qui lisent Valérine et Lorient. Vous avez lu Valérine et Lorient. Il y a un album qui s'appelle Les Spectres d'Inverloch. Et dans ces spectres d'Inverloch, il y a une race d'extraterrestres qui s'appelle les Glapuntiens. Ça vous parle ça ? Et là, lui c'est Ralph, il s'appelle Ralph celui-là. Enfin, il a un nom trop long, alors on l'appelle Ralph. Et qui est un Glapuntien. Et les Glapuntiens, ils font ça, ils regardent un peu le truc. Après, ils montent dans le vaisseau, ils y vont. Voilà. On leur dit pas, on le dit, tu vas vers Canopus, ils regardent un peu, et hop, il y va. Donc il a une sorte de capacité à tracer sa voie dans l'espace-temps pour aller d'un point à l'autre, et on utilise les capacités des Glapuntiens pour voyager dans l'espace-temps. Ça, c'est dans Lorline et Valérian. Je signale ici des simulations qui ont été faites par un jeune homme qui a fait une thèse en physique théorique, Alessandro Roussel, qui a fait des simulations stupéfiantes. D'ailleurs, allez voir tout ce que fait Alessandro Roussel, c'est super. Des simulations stupéfiantes de qu'est-ce que ça veut dire un warp drive d'Alcubierre qui passe devant vous. Ça fait quoi ? Alors là, pour des raisons techniques, je ne peux pas vous le montrer parce que c'est compliqué. PDF, tout ça, pour être sûr que ça se passe bien et qu'on enregistre. Oui, mais on le mettra en montage. Mais surtout, il y a le lien qui est là, donc vous allez le voir sur Internet. C'est des vidéos tout à fait étonnantes, qui sont spectaculaires, calculées, simulées, en imaginant qu'on sache faire cette chose-là, parce qu'on est évidemment, vous avez compris, très loin de savoir faire, et qui vous montre un peu la façon dont on verrait passer le vaisseau, dont on verrait passer cette bulle d'Alcubierre. Alors, le point intéressant, l'innovation, comme on dit, très intéressante dans Dune, c'est ce distil qui est, on le voit représenté ici à la fois dans le film de Lynch puis dans le film de Villeneuve, à peu près la même structure, qui est un vêtement, mais aussi un système ultra sophistiqué de recyclage quasi intégral de l'eau corporelle, de toute l'humidité corporelle. Et on a une description dans le roman qui est très précise.
c'est un micro-sandwich, un filtre à haute efficacité, doublé d'un système d'échange de chaleur, la couche au conteneur, blablabla, et il vous explique comment ça marche. Voilà, donc là, il a payé techniquement, si j'ose dire, pour essayer de faire un truc plausible. On se dit, ça marche, ce truc, ça existe vraiment. Et l'énergie, ou plutôt la puissance qui est nécessaire pour faire fonctionner l'engin, la bille, finalement, ce qui est intégré à la bille, c'est mu par le corps humain, le corps humain. Donc si vous voulez recycler votre eau, il faut bouger en permanence. Ça veut dire que vous ne pouvez pas rester statique, il faut toujours être en train de bouger pour qu'il y ait un peu de votre puissance, qu'il soit toujours récupéré, ça ne sera sans doute pas beaucoup, au profit de ce système de recyclage. Donc là, c'est assez intéressant d'avoir un appareil comme ça, c'est quelque chose comme une adaptation. Finalement, on est dans une situation où on a par un objet technique, et là on va commencer vous allez voir, à avoir quelques mots qui vont nous permettre d'évoquer la question du rapport des humains aux techniques qu'ils produisent. Là, on a un désert, on est dans un monde désertique, c'est compliqué. C'est pas à cause des Fremen que le monde est désertique, il est désertique parce que c'est comme ça, c'est l'astronomie qui fait qu'il est désertique et très chaud. Et puis, pour s'adapter à ça, il y a le distil qui permet, on nous dit dans le roman, de ne pas perdre plus d'un dé à coudre d'humidité en une journée. Ça veut dire que ça recycle quasiment toute l'humidité que vous pourriez perdre par sudation, par respiration, en urinant, dans les fesses, etc. Vous pouvez récupérer cette humidité très facilement grâce à ce dispositif. Donc ça, c'est merveilleux. On aimerait peut-être disposer de ça sur Terre. On n'en a pas. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Ici, incidemment, les petits trucs dans les narines, c'est sans doute pas pour récupérer l'humidité, c'est peut-être pour récupérer l'humidité du nez. Et puis là, il le porte mal. Il faudrait qu'il soit entièrement couvert. Dans le roman, on dit qu'il faut qu'il soit entièrement couvert. Là, il le porte mal. Il sue par la peau extérieure. Et donc... Alors évidemment, ça pose quand même quelques problèmes, parce que quand on dit à l'idée, il y a la sueur, il n'y a qu'à la ramasser, puis on la traite et basta. Alors en fait, la sueur, quand on la produit, nous, humains, c'est pas juste pour le plaisir de suer, quoi. On produit de la sueur quand on a chaud, parce que ça participe à notre régulation thermique. Et que cette eau mélangée avec différents sels minéraux, cette eau qui s'évapore de notre corps, prend à notre corps de la chaleur qui lui permet de réguler plus facilement sa température dans un milieu chaud. Dans la température extérieure est pour le coup plus élevée que notre température. Typiquement, ça n'arrive pas, mais quand ça arrive, on est embêté. Il fait chaud dehors et on sue, et dès qu'on bouge un peu, ça ne va pas. Donc cette évaporation est nécessaire à la régulation thermique du corps. Mais là, on nous dit, on récupère l'eau. Donc si on récupère l'eau sans qu'elle s'évapore, juste en frottant, si je veux dire, la sueur, du coup, il n'y a pas d'évaporation. Donc là, pas de régulation thermique. Donc il la laisse, et là, on voit qu'il a pigé. Et poreuse, perméable à la transpiration qui rafraîchit le corps. Mais une fois qu'elle est passée, on condense la vapeur d'eau pour récupérer l'eau liquide, la traiter, Dieu sait comment, et la remettre dans la poche spéciale à partir de laquelle on peut boire l'eau qu'on a exsudée. Mais quand on condense de l'eau, on dégage la chaleur qu'il a fallu pour l'évaporer. Et dans ce cas-là, si elle se condense à quelques centimètres maximum de votre peau, cette chaleur, si vous ne faites pas attention, elle revient pour partie vers vous. Et donc vous perdez tout. Il y a une partie qui sera vers l'extérieur. Donc il faut avoir un système d'évaporation, puis évaporation c'est vous, condensation de l'eau qui évacue la chaleur dans une seule direction, vers l'extérieur, et qui n'en renvoie pas du tout la moindre miette vers vous, sinon vous perdez le bénéfice de l'évaporation et qui vous rafraîchit. Donc on voit déjà qu'il y a plein de petits systèmes et que pour que cette chaleur soit évacuée plus rapidement vers l'extérieur que vers l'intérieur, il faudrait que la surface extérieure soit bien supérieure à la surface intérieure, la surface de la peau. Et donc on pourrait imaginer que le distil ait une surface, appelons ça fractale, appelons ça très contournée, de la même façon que les systèmes de réfrigération, d'évacuation de la chaleur des microprocesseurs, ou des réfrigérateurs, de votre réfrigérateur, ou des réfrigérateurs, des radiateurs de voitures, sont des systèmes avec une grande surface, très coupée en plein de petits morceaux, de sorte que l'eau circulant à l'intérieur est une surface de contact avec l'extérieur, l'air extérieur très grande, pour qu'elle soit refroidie efficacement. Et donc, il faudrait qu'il y ait une surface extérieure beaucoup plus grande que la surface intérieure. Bon, on ne voit pas ça sur les vêtements, mais bon. Donc, vous voyez que ça pose tout de suite tout un tas de petites questions. On pourrait aussi s'interroger sur quelle puissance un corps humain peut fournir, quelle puissance il faudrait pour un dispositif comme celui-ci. Et puis, est-ce que le corps humain peut la fournir, en plus de simplement être là? Il faut une puissance, juste être posé là à ne rien faire. Je rappelle, votre diète quotidienne, c'est typiquement 2000 kilocalories par jour. Des kilocalories par jour, ça c'est des watts, hein. Les kilocalories, c'est 4180 joules. 2000 kilocalories, ça fait 8 mégajoules. Et comme il y a 80 000 secondes par jour, 80 600 secondes par jour, ça fait 100 watts. 2000 kilocalories par jour, c'est 100 watts. Juste là.
Bon, vous bougez un peu, vous pensez, faites des trucs, mais essentiellement, c'est ça le corps humain. C'est déjà 100 watts de base. Et donc, de là, il faut produire un peu plus, donc il faut s'agiter, c'est les muscles. Donc, il faut se nourrir en conséquence. Et puis, une partie va être prélevée. Donc, on ne peut pas être au repos. Si on veut que le distil tourne, on ne peut pas être au repos. Il faut toujours un peu s'agiter pour que le mouvement ou quelque chose comme ça fournisse la puissance au distil. Alors, voilà un vrai distil. Vous voyez que c'est un peu différent. C'est le système de recyclage d'eau, le Water Recovery System de l'ISS, de la Station Spatiale Internationale, qui recycle 6800 litres d'eau par an. Ça évite de monter 7 tonnes d'eau par an. Je rappelle que le kilo embarqué pour l'ISS, c'est genre $10 000 le kilo. Donc vous multipliez ça par 1000 pour avoir le prix par tonne, ça fait 10 millions, puis il y en a 7. Donc voilà, vous économisez ça, et vous avez un système qui recycle. Alors, 87% des urines sont recyclées dans l'ISS, ils ne recyclent pas les sels, mais 87% des urines, et 93,5% de l'eau globale. La respiration, l'humidité qui traîne d'un peu partout est recyclée dans l'ISS. Donc c'est très efficace, très coûteux énergétiquement, mais il faut ce qu'il faut, là on est dans l'espace. Très coûteux énergétiquement, mais très efficace. Bon voilà, c'est ça un distil réel, hein, donc c'est pas si simple. En plus, bonus, ils sont en apesanteur. Donc l'eau, elle n'est pas au fond et on bricole des trucs. L'eau, les liquides sont en train de flottouiller, et donc il y a des systèmes, là, ces systèmes-là, les deux gros systèmes qui sont là, je crois celui-ci et celui-là, sont des systèmes de cylindres qui tournent, et dont la force centrifuge plaque l'eau sur les bords, et on travaille sur les bords. On ne travaille pas sur le fond du récipient, on travaille sur les bords d'un cylindre, hein, donc pour faire des traitements, etc. Donc littéralement, l'eau que l'on boit dans l'USS, pour partie, vient des urines et de toutes les sécrétions humaines recyclées dans l'ISS. Et ça pose des problèmes psychologiques d'ailleurs à certains astronautes. Enfin, en tout cas, les Russes, fut un temps, ils avaient des problèmes avec ça. Donc ils ne buvaient pas cette eau recyclée-là parce que ça leur posait des problèmes. Et je tiens ça de source sûre aussi, d'un collègue au CEA qui a travaillé dans le recyclage de l'eau, les systèmes de nanofiltration. C'est très spectaculaire. Hein. Il m'avait dit qu'il avait fait des manips dans des salons de chimistes. On met de l'urine dans un truc, là. C'est évident que c'est de l'urine, c'est jaune, mais surtout, c'est de l'urine, ça se sent. Et puis, on appuie dessus. Je caricature un peu, mais il se passe un truc. Ça passe à travers tout un système avec la nanofiltration. De l'autre côté, il sort un truc liquide, incolore, qui ressemble beaucoup à de l'eau, qui n'a plus d'odeur, plus de rien du tout. Et on dit, qui veut boire? En général, les gens sont un peu stressés. Hein. Pourtant, c'est de l'eau. H2O. C'est de l'eau potable, mais on voit d'où elle vient. Un chimiste, on va se méfier quand même un peu. Hein. Voilà, donc il y a toutes ces questions-là, et dans le recyclage, des fois, il vaut mieux pas savoir d'où ça vient. Alors, petite chose marrante, technique marrante, j'ai trouvé ça l'année dernière, un peu après la sortie du film, et bien après avoir fait la première version de cette conférence, pour vous montrer qu'il y a des gens qui réfléchissent, mais pas du tout pour Dune ou faire des distils. Là, c'est un système qui pourrait être la façon dont ça circule. Parce qu'on se dit, c'est bien gentil tout ça, il faut que le liquide il circule. Hein, on fait pipi ici, il faut que ça remonte dans le machin qui est dans le dos, qui fait je sais pas quoi, bref, et puis que ça aille dans la poche, ou moi après, j'aspire l'eau pour boire. Mais il faut que ça circule, ces liquides. Comment on fait ça? Regardez, il y a des gens qui ont imaginé des pompes que l'on peut intégrer dans des vêtements, des pompes portables avec des systèmes de tuyauterie portables. Et la tuyauterie, elle est électrostrictive, et on fait passer un courant électrique assez léger. Donc le jeune homme ici, il a dans sa main ici un petit interrupteur. Et là, cette machine-là, elle permet de contrôler toutes les fibres qui sont là. Là, c'est en vision infrarouge, les liquides coulent. On voit le liquide couler à travers tout le système. Et ça coule simplement parce que le tuyau lui-même se comprime ici, puis il se dilate là, se comprime ici. Ça fait une sorte d'onde qui permet de faire circuler les fluides sans qu'il y ait une pompe. Genre dans vos dos, il y a un machin qui tourne, et puis comme dans un frigo, dans une vraie pompe, où vous auriez un gros bazar dans le dos pour faire circuler des fluides dans un système qui serait portable, au sens d'un habit, quelque chose qui serait dimensionné comme un habit. Donc là, on avait peut-être le début d'un distil, en tout cas de la façon dont de l'eau peut circuler dans un vêtement. Alors, une autre façon que les Fremen ont de vivre sur Arrakis, donc ils s'adaptent à leur milieu, ils peuvent aussi vouloir transformer leur milieu. Ça, l'humanité a fait ça. Quand ça va pas, on transforme le coin, on fait des maisons, bon ça c'est pas mal, plutôt que d'être dans des grottes. On met des vêtements, on transforme le milieu en le artificialisant, en faisant des systèmes de chauffe, de climatisation, bref, on ne s'adapte pas. Nous, on transforme le milieu dans lequel on vit pour qu'il soit adapté à nous, ou nous adapté à ce milieu que nous avons transformé. Et ce que font les Fremen dans le roman, c'est qu'ils ont idée de, on pourrait dire terraformer, ça vient d'un mot qui vient de la science-fiction, transformer leur planète Arrakis en une planète vivable, avec des plantes, avec de l'eau à sa surface liquide qui peut perdurer. Ils veulent littéralement modifier le climat de leur planète pour le rendre plus agréable à la vie humaine.
Et donc, voilà ce que nous donne dans le roman, les citations du roman. Il a songé, Keynes, toujours ce planétologiste, a songé à installer des usines pour synthétiser l'eau à partir de l'oxygène et de l'hydrogène présent dans les roches, mais le coût de l'énergie eût été trop élevé. Évidemment, la question qu'on a déjà avec le distill, c'est l'énergie, pour que ça fonctionne. Une autre question que je n'ai pas évoquée, d'où vient l'énergie pour fabriquer les distills ? Il ne faut pas que les Fremen les importent, évidemment, ces distills. Sinon, il suffit de couper l'importation, et ils meurent de chaud sur leur planète, faute d'avoir les vêtements pour remplacer les anciens. Ils doivent les fabriquer sur place. Et d'où vient l'énergie pour fabriquer des instruments qui sont... C'est pas du vêtement bricolé, là. C'est un micro-sandwich, des filtres, nanina. Donc c'est de la tech, d'une certaine façon. Même si extérieurement, ça fait vêtements simples, entre guillemets. C'est très tech. Et donc, d'où vient l'énergie pour fabriquer ça ? Ça, c'est un point important. Comme physicien, l'énergie, c'est au centre de la transformation de la matière. C'est la mesure de la... qui permet de, la quantité qui permet de quantifier la quantité de transformation de la matière qu'on va pouvoir effectuer. La puissance étant la vitesse de l'énergie, la vitesse de ces transformations. Et donc là, il y a trop d'énergie, ça coûte trop d'énergie pour les Fremen, et donc ça ne marche pas. Alors effectivement, on pourrait calculer qu'il y a des lots dans les roches. Là, c'est mes camarades géologues qui disent, on prend du gypse, je l'ai vu faire, ça marche. Vous prenez du gypse, vous le broyez pour le mettre en poudre fine, vous le mettez dans un tube à essai, vous chauffez le cul du tube à essai, ça chauffe, dès que ça atteint 120 degrés, ça va dégager l'eau qui est piégée dans le gypse, et puis ça se condense sur les parois à l'entrée du tube à essai, plus froide, ça se condense et on voit de l'eau liquide qui se condense, en chauffant de la pierre, littéralement, enfin de la pierre, un truc qui a l'air d'être un caillou, du gypse, mais enfin un caillou. Donc ça coûte de l'énergie, il faut chauffer, et puis si c'était pas du gypse, c'est plutôt des argiles, alors à ce moment-là, il faudrait chauffer plutôt à 800 degrés Celsius. Donc là, il faut vraiment... Donc on comprend que récupérer l'eau des cailloux, c'est pas facile. Et d'ailleurs, c'est sans doute pour ça que dans le film Seul sur Mars, le camarade Mark Watney ne fait pas ça. Parce qu'il veut de l'eau. Vous vous rappelez, dans Seul sur Mars, je fais une aparté sur Seul sur Mars. Je suis foutu, hein, Jean-Jacques. Donc, un aparté sur Seul sur Mars. Et donc, il synthétise l'eau. Hein, il la fabrique à partir de dioxygène et de dihydrogène, ça lui pète à la figure. Il aurait pu aussi casser du caillou et chauffer le caillou, mais ça coûte beaucoup d'énergie. Il n'en a sans doute pas assez dans sa base. Deuxième chose, alors quand est-ce qu'on aura réglé ça ? Quand est-ce qu'on aura réglé ce problème de transformer notre planète ? Alors Liet Kynes, il dit, bon, dans 4 ou 500 ans, ça va prendre du temps, ça va être lent. Alors là, c'est intéressant aussi, ça veut dire que ce n'est pas une transformation rapide, la vitesse de la transformation est lente, 4 ou 500 ans, en tout cas pour des humains, c'est des durées qui sont évidemment très considérables, et donc il propose d'agir à basse puissance, avec peu de watts. Avec peu de watts, on peut quand même faire des choses, mais ça va prendre du temps. Nous sommes dans une civilisation de thermo-industrielle de la puissance, l'humanité dans son ensemble, c'est 20 000 milliards de watts, et c'est parce qu'on a 20 000 milliards de watts qu'on fait d'une part beaucoup de transformations, et des transformations rapides, quelles qu'elles soient, qui peut être bénéfique pour la santé, mais qui peut être désastreuse, parce que certains déchets de ces transformations, par exemple le gaz carbonique, s'accumulant dans l'atmosphère, provoquent le réchauffement climatique en cours. Et donc, d'avoir de la puissance, ça permet de faire les choses vite, mais ça permet aussi de produire vite des déchets, les conséquences, les choses qu'on ne veut pas. On fait ces transformations pour le bien-être des humains, éventuellement, en général, pour le bien-être des humains, mais pas toujours. Et puis, il y a des transformations qui se font, et dans cette transformation, il y a une partie qui est perdue, qui va en déchets, que ce soit des déchets de matière ou des déchets chimiques, par exemple des déchets comme le CO2. Et donc là, il fait ça lentement, et donc peut-être l'humanité devrait méditer ça aussi. On peut faire des choses, peut-être faudrait-il les faire lentement. Ça permettrait d'avoir une empreinte environnementale moindre parce qu'on agit lentement. On prend le temps de faire. Alors quand on commence à atteindre un âge plus élevé, c'est un peu par la force des choses. On fait les choses plus lentement, mais on peut quand même faire des choses. Mais lentement, c'est tout. Alors quand on est jeune, on a la patate, on fait tout très vite. Parfois pas très bien, mais on fait tout très vite. Et puis, dernier point, voilà ce qu'il nous dit, c'est une phrase que je trouve absolument magnifique, qui nous explique en fait ce que ne comprend pas celui qui ignore tout de l'écologie, c'est qu'il s'agit d'un système. Donc là, Herbert nous montre sa compréhension profonde de qu'est-ce que ça veut dire un système biologique, l'écologie. Il nous montre sa compréhension profonde des choses, c'est qu'il s'agit d'un système qui maintient une certaine stabilité qui peut être rompue. Évidemment, des équilibres très complexes qui peuvent être, surtout dans des écosystèmes complexes, il peut y avoir des rétroactions, des systèmes, des seuils, tout un tas de choses fort complexes qui agissent, et perturber un endroit, ça peut être suffisant pour finalement dérégler un peu tout, comme l'humanité arrive et met beaucoup de CO2 dans l'atmosphère, ça perturbe tout un truc et ça a des conséquences. Ça a des conséquences. C'est pour cela que la plus haute fonction de l'écologie, c'est la compréhension des conséquences. Cette phrase, je la trouve magnifique, ce petit extrait magnifique nous permet de comprendre en quelques phrases, dans une œuvre de fiction, vraiment ce que c'est l'essence même de la compréhension
des systèmes vivants, des systèmes inertes aussi, mais des systèmes vivants, et de toutes les interactions multiples qu'on n'arrive pas avec ses gros sabots en disant ça va être génial, je vais faire ça, et puis vous allez voir, tout va être réglé. Il y a des choses à discuter sur cette position-là. Bon, je vais passer ça plus vite, c'est pour donner une planche dans laquelle j'évoque cette capacité qu'a eu la science-fiction à imaginer des choses nouvelles, dont cette idée de terraformation qui vient de la science-fiction, l'idée qu'on puisse transformer les conditions climatiques à la surface d'une planète pour les rendre compatibles avec la vie humaine. D'accord ? Et donc cette idée-là, eh bien, elle vient de loin. Alors je cite Octave Bellier en 1910, un bouquin de Last Appledon, les premiers et les derniers, etc. Dune, et puis le dernier, enfin un des derniers de Kim Stanley Robinson, la trilogie martienne, où littéralement l'humanité transforme Mars la rouge, Mars la verte, Mars la bleue, Mars la rouge comme elle est, Mars la verte, il commence à y avoir des plantes photosynthétiques, Mars la bleue, il y a de l'eau liquide, et il y a un écosystème qui permet d'accueillir la vie humaine sans autre complexité que d'être sur place. Et voilà, il n'y a pas besoin de scaphandre, de rien du tout. Et donc, cette idée de terraformation, alors nous, on est en train de déterraformer la Terre, et bien cette idée de terraformation, cette idée, et maintenant, elle a son pendant, une fois qu'on a compris qu'on peut faire ça, enfin on peut le penser, il n'y a pas d'impossibilité pratique à penser la terraformation de Mars, même si en pratique, ce serait une opération pour le moins complexe, et sans doute impossible à faire en pratique, pour des raisons de complexité et de durée. Néanmoins, il y a l'idée qui se fait jour, on en entend parler de plus en plus souvent, de géo-ingénierie, c'est-à-dire de terraformer la Terre après l'avoir perturbée climatiquement. Et donc cette idée-là, néfaste à mon sens, et qui a des tas de conséquences pratiques, c'est que l'une des conséquences pratiques, c'est qu'il faut lutter contre cette idée tout simplement parce que ça peut être fait finalement assez facilement. Par exemple, l'injection de masse de soufre, de dioxyde de soufre dans l'atmosphère, dans la haute atmosphère, qui s'est faite à l'occasion de phénomènes naturels, comme par exemple l'explosion du volcan Pinatubo en 1992, et qui a rafraîchi, qui a abaissé la température moyenne de la Terre de 1,5 degré pendant 2 ans, le temps que tout ça se calme, tout ça se dilue, tout ça se dissolve et surtout tombe à la surface de la Terre, que ces aérosols tombent, eh bien, c'est à la portée de n'importe quel abruti qui a 3 fusées et 2 milliards. Suivez mon regard. D'accord ? Il suffirait qu'il le décide, il le fait. Il a des terres pour le faire, il a des fusées pour le faire, il met du soufre, il le balance, et puis c'est pour le bien de l'humanité. Et donc, voilà, ça c'est des questions de géo-ingénierie, ensemencement des océans, enfin il y a tout un tas de choses qui sont sans doute en première intention bénéfiques. Enfin, on a envie de limiter ce réchauffement qui nous afflige, et en ce moment particulièrement les Indiens et d'autres pays de la région, mais on aimerait quand même avoir une idée des conséquences, s'intéresser aux conséquences de ce que l'on fait. Et ça, c'est ce qu'elle nous explique, et les conséquences pourraient être bien plus graves que l'effet initial. Alors, on peut se demander pourquoi les Fremen n'utilisent pas l'énergie solaire. Quand même, franchement, on ne les voit jamais. Dans le film de Villeneuve, il n'y a pas un panneau solaire photovoltaïque, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi ? Ils ont besoin d'énergie, les Fremen, c'est absolument certain. On l'a vu, ne serait-ce que pour les distils. Bien sûr, pour leur vie. Ils ont l'air de vivre chichement, si je veux dire. Enfin, ils sont contraints par une nature hostile et par une difficulté à avoir de l'eau. Évidemment. Mais il faut bien qu'ils aient de l'énergie pour faire des choses. Ils sont dans leur sietch, ces villages enterrés, secrets, et il faut bien éclairer un peu l'intérieur. Il faut se chauffer, c'est pas un problème, peut-être se refroidir. Bon, s'ils sont habitués, ils n'ont peut-être pas besoin de se refroidir. Puis en tout cas, ils ont besoin de fabriquer leur distil. Ça, on en est sûr. Donc d'où ça sort? Alors voilà, là c'est une image pour montrer ce que c'est maintenant le gigantisme de ces installations photovoltaïques. On voit la plus grande solaire photovoltaïque à Badla en Inde, 57 km², ça s'est vu de l'espace, 57 km² pour 2 gigawatts de puissance installée. Vous voyez, ça vous donne une idée de la dilution de l'énergie solaire, remarquable. Et la puissance qu'on reçoit du soleil, c'est 1000 fois la puissance de l'humanité, hein, donc c'est un peu plus de 1000 fois, donc c'est waouh, c'est juste incroyable. Si on arrivait à récupérer même une fraction faible de cette puissance, c'est pas si facile, et ça nécessite, parce que c'est une énergie très diffuse, très diluée, des surfaces très considérables. Donc si les Fremen n'utilisent pas ça, peut-être parce que s'ils ont des installations solaires photovoltaïques comme ça, les Harkonnen, ils ont qu'à regarder, dire « Ah, qu'est-ce que c'est que ça ?» Donc c'est pas très discret, on va dire, c'est peu discret. Bon. Alors il peut y avoir 3 panneaux ici, un panneau, là, il peut y avoir des petits panneaux qui replient, on peut imaginer ça, mais du coup c'est des installations plus modestes, et donc des puissances beaucoup plus modestes que celles-ci. Alors, c'est sans doute pour ça. Les photovoltaïques, bon, je vais passer rapidement, je voulais évoquer un peu les photovoltaïques parce que j'aime bien Edmond Becquerel, regardez, il a une petite tête sympa, qui a inventé l'effet voltaïque, le père de Henri Becquerel, hein, celui qui a fait la radioactivité, le découvreur de la radioactivité naturelle, et qui a inventé l'effet photovoltaïque en 1839, et puis regardez, 1884, Charles Fritz, il installe des cellules photovoltaïques sur un toit à New York. Ça ne doit pas produire beaucoup de watts d'électricité,
c'est pas prévu pour alimenter l'immeuble en électricité. L'efficacité est sans doute très modeste, mais vous voyez que c'est pas nouveau. C'est aussi pour montrer que finalement, cette paléo-énergétique, je vous recommande vivement un bouquin de François Jarige et Alexis Vrignon, qui ont dirigé un bouquin sur une histoire des énergies alternatives depuis l'ère industrielle, le début de l'ère industrielle, où il y a eu des choses incroyables qui sont passées complètement à la trappe dès qu'on s'est rendu compte que le charbon, pétrole, gaz, allez, c'est tellement mieux. Et vu de maintenant, on peut discuter, et qui faisait des choses qui étaient tout à fait stupéfiantes à ces époques. Je vous en montre encore une ou deux. Donc, panneaux solaires photovoltaïques. Regardez dans la science-fiction, Hugo Gernsback. Hugo Gernsback, c'est un luxembourgeois qui émigre aux États-Unis et qui vient avec dans ses bagages ce qu'il connaît de la littérature européenne, notamment de la littérature qui ne s'appelait pas encore science-fiction, mais qui à l'époque, en France, s'appelait le merveilleux scientifique. Ça a été nommé ainsi en 1909 par Maurice Renard, et qui en Angleterre s'appelait la Scientific Romance, c'est l'œuvre de Herbert George Wells. Et puis le merveilleux scientifique, c'est Herbert George Wells bien sûr aussi, mais Jules Verne, enfin tous les auteurs de cette mouvance-là, ou René Henné pour le côté belge. Et donc, Gernsback arrive là-bas, il publie, il édite, il se fait éditeur de petits magazines de diffusion de culture technique. Celui-ci, Modern Electrics, on comprend qu'il va nous expliquer des choses sur l'électricité, fabriquer votre poste à galène, installer votre électricité chez vous. Bon, c'est normal, c'est un peu l'époque aussi qui veut ça. Et puis dedans, il publie un certain nombre de petits textes qui sont issus de ses lectures européennes et des textes qu'il produit lui-même, des textes qui vantent les merveilles de la technique à une époque où progrès humain et progrès technique étaient strictement mis en équivalence. Alors maintenant, on pourrait discuter, mais progrès humain, progrès technique, c'était la même chose. S'il y a des techniques nouvelles qui arrivent, c'est forcément un progrès pour l'humanité. Et donc, il explique tout ça, et voilà ce qui nous montre les appareils, regardez ça. Comment il les appelle, ça? Des héliodynamo-phores. D'accord? Des héliodynamo-phores. Des trucs qui portent la puissance du soleil. Wow. Ce n'est pas des panneaux solaires photovoltaïques, hein, c'est plus chic. Des héliodynamo-phores. Et il y a un champ d'héliodynamo-phores qui est braqué vers le soleil qui se lève, qui va les suivre par des petits moteurs. Alors évidemment, ça prend un peu d'électricité pour les faire tourner. Et puis, c'est transmis, alors par des tours qui sont manifestement la tour Eiffel, mais enfin en 1911, on ne peut pas lui en vouloir, hein, c'était quand même une des merveilles du monde, enfin des merveilles techniques du monde, avec un retentissement pendant la grande exposition universelle où il y a eu cette tour Eiffel, et puis qui transmet l'électricité qui est produite par ces champs d'héliodynamo-phores. Bah là, je peux vous dire, quand on voit ça, on voit que ce n'est pas d'innovation moderne qui innove. Hein. C'était déjà fait en 1911. Même avant, on avait déjà l'idée d'utiliser, de convertir la lumière du soleil en électricité et même de faire des champs de ces engins capables de faire cette conversion. Donc voilà pour l'effet photovoltaïque. Il faudra tenir compte, je passe sur les détails, mais que le spectre de Canopus n'est pas le même que le spectre du Soleil, parce que l'étoile est plus brillante. Donc elle est, vous connaissez la loi de Wien, et ben le pic du Soleil il est quelque part vers le vert, le maximum il est quelque part par ici, vers 500 nanomètres entre le vert et le bleu. Et puis le pic de Canopus, ben, il est beaucoup plus bas, vers le violet, quasiment dans l'ultraviolet parce qu'elle est beaucoup plus chaude, 7500 Kelvin contre le Soleil plutôt 5800 Kelvin. La courbe du corps noir est beaucoup plus élevée, l'intensité lumineuse par tranche de longueur d'onde est beaucoup plus importante sur Canopus, qui est une planète qui est beaucoup plus brillante que le Soleil. Mais ça veut dire que les panneaux solaires terrestres, si vous les prenez, vous les mettez sous Canopus, ils ne sont pas très adaptés. Et alors, mon camarade Daniel Suchet, lui, c'est plus à imaginer quel serait, alors sur Terre, on utilise du silicium, qu'on prend de la silice, qu'on trouve dans le sable. On pourrait dire, sur Arrakis, c'est ça qu'il faut faire. Et bien en fait non, le matériau idéal, techniquement celui qui a le gap de semi-conducteur adapté à Canopus, c'est plutôt de l'indium ou du gallium. Mais il faut l'importer, indium, gallium, c'est compliqué, les Harkonnen coupent les... Bref. Donc si on voulait faire des panneaux solaires photovoltaïques sur Arrakis, on serait obligé d'utiliser des panneaux solaires en silicium, parce que bon, manifestement on ne manque pas de sable, mais ce serait moins adapté, peut-être pas aussi efficace qu'on peut l'espérer, sous un soleil différent. Et vous voyez que c'est intéressant, ça permet de réaliser que l'efficacité d'un panneau solaire et le matériau que l'on utilise pour le faire dépend du soleil sous lequel vous êtes. Ce dont on se fout en général, parce qu'on est nous sous un seul soleil qui est toujours le même, mais c'est intéressant de le savoir. Voilà, ça c'est pour le plaisir de la connaissance et de jouer avec toutes les choses avec lesquelles on peut jouer en physique. Alors pourquoi ils n'ont pas de panneaux solaires photovoltaïques? Sans doute parce qu'il faudrait les nettoyer un peu.
voire beaucoup, parce qu'il y a ces tempêtes de sable, et que pour les nettoyer, il faut de l'eau, il peut y passer du temps, puis quand c'est 57 km², ça peut être long. Donc du coup, là voilà, je montre ici des candélabres en Guinée, ces candélabres qui sont tout à fait intéressants, parce qu'ils accumulent, il y a une petite batterie qui est ici, qui accumule de l'électricité, qui transforme l'électricité, qui est une batterie électrochimique pour éclairer pendant la nuit, qui accumule le jour et qui éclaire la nuit. Waouh, super. Sauf que il y a eu un petit oubli, j'ai lu ça d'un journal d'un ingénieur qui avait participé à l'installation de ça, ils se sont rendus compte qu'ils avaient oublié un truc, c'est que là il y a 5 mètres de haut et que pour nettoyer des panneaux il faut monter à 5 mètres. Mais il n'y a pas la machine pour monter à 5 mètres. Donc du coup quand c'est sale, ça produit moins. Et donc il faut faire venir la machine. Voilà. On réalise qu'on fait mieux une fois qu'on a compris qu'on avait fait mal, enfin qu'on n'avait pas tout à fait comme il fallait. Et puis regardez, la mission InSight sur Mars, mission de la NASA avec un sismomètre français, eh bien regardez, quand elle se pose, c'est beau et magnifique, c'est la tech humaine, made in Earth. Et puis 4 ans plus tard, c'est compliqué, on n'y voit plus rien, les panneaux solaires ils marchent plus, pas qu'ils marchent plus parce qu'ils sont en panne, ils marchent plus parce qu'il y a trop de poussière dessus et qu'il n'y a pas de gars sur Mars qui vient nettoyer les panneaux solaires, quoi. Il suffirait d'arriver sur Mars et donner un petit coup de balai, c'est tout con, quoi. Et c'est réglé, la sonde à 2 milliards, c'est bonnard, elle repart, quoi. Non. Bon, il y a aussi l'usure de la machine, les conditions climatiques martiennes qui sont un peu extrêmes, entre moins 180 et 0 Celsius, les amplitudes de température, ça use aussi les machines. Mais voilà, vous voyez que là, des fois, ça peut être aussi bête qu'il manque l'extraterrestre. On aimerait qu'il soit là pour donner un petit coup de chiffon. Ça pourrait être du solaire à concentration, ça j'évoque ça, simplement ce serait des miroirs qui reflètent la lumière du soleil et qui la focalisent sur un endroit qui va être chauffé, endroit chauffé dans lequel on fait circuler un fluide qui lui-même va être chauffé, donc, et on accumule ce fluide dans un gros bidon, et ce gros bidon ça fait un tas de trucs chauds, et ce truc chaud c'est une source chaude pour faire fonctionner une machine thermique entre une source chaude et une source froide, comme une machine à vapeur, simplement c'est pas un feu qui fait la source chaude, c'est de la matière chauffée passant au foyer de miroir ardent, on pourrait dire ça. Et bien voilà comment ça se présente. C'est aussi des grandes surfaces, ça se verrait aussi, les Harkonnen pourraient faire les désagréables en bombardant tout ça. Voilà aussi comment ça se présente, je montre celle-ci parce qu'elle est vraiment spectaculaire. Au Chili, elle a été ouverte en 2021, c'est l'Odominador au Chili. Et regardez, il y a une tour là qui fait, je ne sais plus combien, 200 mètres, 230 mètres de haut. Il y a des panneaux solaires photovoltaïques et ça, il y a les 2 gros bidons ici, ils accumulent la chaleur pendant la journée. Les panneaux solaires photovoltaïques produisent l'électricité pendant la journée et pendant la nuit, les panneaux solaires photovoltaïques, ils se taisent. C'est l'inconvénient de l'énergie solaire, c'est que c'est une énergie intermittente. Enfin, l'inconvénient, il faut savoir le gérer, il faut pouvoir stocker cette électricité quand elle est trop produite, il faut pouvoir compenser cette intermittence. Et bien là, la compensation, elle se fait par ça, qui pendant la journée stocke la chaleur et qui produit l'électricité pendant la nuit parce qu'elle a un stock de chaleur sous forme de sel fondu qui sont dans ces gros bidons et qui sont chauffés par, là pour l'instant, elle n'est pas éclairée, ça serait très brillant ici, mais tous les panneaux sont là. Pour vous montrer un peu comme le gigantisme des installations, donc il faut le fabriquer. Donc il faut de l'énergie pour accéder à l'énergie. C'est un peu... Où est la grue pour monter la grue, pour ceux qui ont lu la bric-à-brac? Où est la grue pour monter la grue? Où est l'énergie pour accéder à l'énergie? Et bien là, voilà, l'énergie est là, il y a des gars qui bossent, et puis il y a des fonderies de métaux, et regardez, un seul miroir, ça c'est un seul de ces miroirs qui sont là. Voilà. Ça vous donne une idée de la taille de l'installation. On n'est pas là pour rigoler, c'est des grosses installations, donc c'est pareil, ça peut être assez compliqué aussi de faire des choses aussi gigantesques que ça. Mais on pourrait imaginer qu'ils aient pareil des plus petits miroirs. On en voit par exemple, si vous faites, je vous recommande de faire un peu de tourisme industriel du côté de la Cerdagne, en Pyrénées. D'abord c'est beau, c'est super beau, et puis ensuite il y a là-bas Grand Four solaire d'Odeio, et puis la centrale Thémis, ensuite maintenant qui n'est plus une friche industrielle ni un instrument, avant c'était aussi un instrument d'observation astrophysique, utilisant les miroirs pour faire de l'astrophysique, et puis maintenant ça devient un centre d'expérimentation autour du solaire, de l'énergie solaire, et donc le Grand Four solaire d'Odeio, eh bien on peut voir tout un tas d'instruments de plus petite taille qui tient dans un jardin un peu grand, qui font 2 mètres de diamètre, des miroirs qui focalisent la lumière au derrière, si j'ose dire, d'un moteur de Stirling et qui permet de produire dans un truc qui tient aisément dans la pièce, mais pas sur votre balcon, si c'est un balcon que vous avez, et qui permet de produire 2 kW de puissance électrique à partir d'un système solaire pas si grand que ça. Donc peut-être les Fremen disposent de petits dispositifs comme ça qui leur permettent d'utiliser l'énergie solaire à petite puissance, mais localement ils peuvent faire des choses, et puis si les Harkonnen déboulent, ils peuvent planquer la chose une fois qu'ils sont plus là. Je veux signaler aussi le camarade Augustin Mouchot, oublié. Je vous recommande ce bouquin qui est un roman, mais qui est un roman qui donc romance, mais raconte aussi avec tout un tas de points historiques de la vie de Augustin Mouchot. Voilà ce que faisait Augustin Mouchot.
Des miroirs ardents comme ça, on est dans les années 1880 et quelques, hein, regardez ça. Voilà, l'exposition universelle 1878, voilà les démonstrateurs qu'il fait. Et Augustin Mouchot fait des démonstrations en Algérie, l'Algérie française à l'époque, colonie française, où il fait chaud, il n'est pas con, il n'a pas été adoué quand même. Hein. Et il a mis ce truc-là, une machine comme ça, et il l'a pointé vers le soleil et ça produisait des glaçons. Pour la démonstration, on va dire, hey, regardez, qui c'est le boss? Avec le soleil, je fais des glaçons. D'accord? Et ça a plu, et lui, Napoléon, a financé, puis après, ça a capoté, puis après, le charbon et le pétrole, et puis c'était fini. Mais on a l'impression, vous voyez, quand on voit des machines comme ça, alors on rit un peu quand on les voit, on a l'impression que c'est des vieux trucs, mais en fait, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant, mais d'une façon différente. C'est une petite tour solaire, toute petite, et c'est exactement la même idée. C'est exactement la même idée. D'accord ? Donc on voit qu'on n'invente rien de nouveau, on change dans l'échelle, et on aurait pu, peut-être, on est tombé peut-être du mauvais côté. Il y a un moment donné, peut-être, on aurait pu tomber du côté d'une civilisation entièrement éolienne, moins puissante sans doute, entièrement éolienne, entièrement solaire, entièrement hydraulique, plutôt que avec une transition temporaire vers le charbon, et ensuite, oubliant toute la suite qu'il y a eu derrière, ça aurait fait un monde fort différent. Et c'est l'œuvre, d'ailleurs, c'est l'objet d'un certain nombre de ce qu'on appelle uchronies. Il faut vraiment que je finisse. Uchronie, donc des œuvres de fiction, de science-fiction, où on change un événement du passé. Et si si Cléopâtre avait eu le nez plus court, un événement fondamental changé, qu'est-ce que ça fait dans le reste du monde? Alors, on change un événement, puis on rejoue l'histoire. Bon, il faut que je finisse là, parce que sinon, il y avait ça. Le trilemme énergétique, ça c'est la question que se posent évidemment je vais arrêter après ça, je pense. Combien de temps ça fait là, Jean-Jacques? Ça fait 1 heure déjà. Hein. Ouais, je vais arrêter là. J'arrête là. C'est parfait. Le trilemme énergétique, non, ils ne sont pas contents. Le trilemme énergétique, c'est l'idée que quand on a un système énergétique, il doit avoir un certain nombre il a des fonctions, ce système, il n'est pas là juste pour le plaisir, il a un certain nombre de fonctions, et il faut essayer d'équilibrer ces fonctions. S'il y a un des piliers, un des points d'appui qui n'est pas fort, alors le système entier peut s'écrouler. Et ces 3 piliers sont la question de sécurité énergétique, c'est-à-dire la fiabilité de l'accès à vos ressources d'énergie, d'équité énergétique, ça concerne qui ? Parce qu'évidemment, si c'est fiable pour quelques-uns et tous les autres croupissent dans la fange, évidemment, on peut douter de la qualité de ce système énergétique, qui, on espère, s'adresse au plus grand nombre. Et puis la durabilité environnementale, l'idée que ce système énergétique doit avoir une empreinte environnementale qui sera de toute façon non nulle, mais qui soit aussi faible que possible, aussi acceptable et aussi faible que possible. Et donc, les Fremen, ils sont exactement dans cette question d'équité, enfin de fiabilité, d'équité et de durabilité. Eux, ils sont durables. Ils ne sont pas très fiables, sans doute, parce qu'ils ont un accès compliqué, vu qu'ils sont un peu soumis à cette pression coloniale de la part des Harkonnen et puis après des Atreides, malgré tout. Et d'équité énergétique, là, tous les Fremen, ils marchent tous dans le désert pour aller d'un point à un autre. Et puis, il y a ceux qui savent piloter les vers des sables pour se déplacer un peu plus vite, mais essentiellement, c'est ça. Et on voit que Frank Herbert, dans son roman, nous donne cette phrase, la lutte entre les éléments de vie et la lutte pour l'énergie disponible d'un système. L'énergie, encore une fois, du point de vue physicien, étant la capacité à faire des transformations. Si vous avez de l'énergie, vous ferez beaucoup de transformations, et si vous avez de l'énergie vite, vous serez en plus puissant, vous ferez des transformations rapides. Et donc cette lutte pour l'énergie, on peut la considérer que l'énergie, ça peut être simplement la nourriture que nous ingérons, mais ça peut être aussi des accès à des ressources énergétiques comme, mettons, le pétrole ou d'autres ressources. Oui, je vais dire comme ça, c'est intéressant. Parce que ça, c'est comme une œuvre de fiction d'une qui est assez unique pour ça. Enfin, il y en a peu qui sont dans ce genre-là. Des œuvres de fiction qui se placent dans un futur lointain, en l'an 10191. Et dans cette œuvre, dans ce futur lointain, il y a une technique qui est pourtant très souvent présente dans la fiction et qui maintenant est omniprésente, dont on parle dont on rebat les oreilles tout le temps, au point que la FIS organise une conférence séminaire la prochaine fois sur l'intelligence artificielle. Un sujet fondamental, important de 1000 façons, et qu'on trouve beaucoup dans la science-fiction, bien avant. Pensez aux robots, au cerveau positronique de Isaac Asimov, par exemple. Et il y a des exemples comme ça, il y en a littéralement des dizaines et des dizaines. Et donc, voilà ce que nous dit, dans le lexique de l'Imperium, Frank Herbert. Il nomme une chose, le djihad butlérien, encore référence au mot djihad, et butlérien, en référence à Samuel Butler, l'idée que l'humanité a choisi de renoncer aux machines qui fonctionnent de façon semblable que l'esprit de l'humain. On ne veut pas de machines pensantes. Voilà, c'est interdit. On a eu des problèmes, je passe sur les détails, il y a eu des problèmes, on a renoncé à ça. Et ça, c'est quand même intéressant du point de vue du rapport aux techniques, c'est ce que décrit très bien Vincent Bontemps dans son chapitre dans le bouquin jaune dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est que dans ce rapport aux techniques, Frank Herbert montre qu'on peut innover en renonçant, et ça ne veut pas dire admettre une défaite, c'est pas une défaite, renoncer, c'est choisir un chemin mieux fichu, plus habile,
moins escarpé, moins dangereux pour aller au même objectif, éventuellement au même objectif. Donc renoncer à une technique qui est omniprésente dans la science-fiction, c'est assez magistral. Samuel Butler, le voici, il s'est questionné, il s'est posé des questions, il a écrit un livre qui s'appelle, d'abord un article qu'on peut trouver sur le net, qui s'appelle Darwin Among the Machines, et qui nous explique que finalement les machines évoluent, mais sous l'influence des humains, mais qu'il arrivera peut-être un jour où les machines prendront elles-mêmes en charge leur évolution, comme les cailloux ont évolué et les plantes sont devenues entre guillemets des plantes, la matière inerte est devenue vivante, le vivant a évolué, il y a eu les humains font des machines, ces machines peut-être un jour évolueront-elles sous leur propre moteur, si j'ose dire, et donc supplanteront les humains. On trouve ça dans la science-fiction aussi sous l'idée de singularité technologique qui a été promue par un mathématicien et auteur de science-fiction américain qui s'appelle Vernor Vinge, qui est décédé récemment. Et la singularité technologique, c'est on produit une machine qui est capable de produire une machine semblable à elle, éventuellement plus performante, et cette deuxième-là elle refait l'opération, qui est plus performante que la précédente, et rapidement on obtient une machine si incroyablement performante, du point de vue de son, appelons ça intelligence, et il y aurait beaucoup à dire, mais Ganassia sera beaucoup plus habile que moi pour en discuter en détail lors de cette prochaine conférence, eh bien on obtient une machine qui est si puissamment intelligente que l'esprit humain est lui-même néantisé et repoussé dans les limbes de l'insignifiance, et qu'on est incapable de parler du futur dans la mesure où se déroulent des choses qui nous échappent radicalement. Et la singularité technologique, c'est l'idée qu'il y a un horizon du futur au-delà duquel toute prédiction est impossible parce que les machines ont fait des plans et on ne sait même pas dire lesquels. Et dans Terminator, c'est essentiellement se passer des humains, hein, et dans Matrix aussi. Bon. Et en général, c'est voilà, la science-fiction aussi, veut aussi un peu dystopique et un peu touchy, voilà. Et donc Butler détaille tout ça. Il y a donc cet article qu'on peut trouver sur le web, Darwin Among the Machines, et puis il a écrit aussi Erewhon. Erewhon, c'est l'inverse de Nowhere, un lieu utopique dans lequel, quand vous rentrez, vous donnez votre montre, vous donnez vos trucs, sinon vous avez des problèmes. Parce qu'on ne veut plus de machines à l'intérieur, parce qu'on a eu des problèmes avec les machines. Ça rappelle aussi des mouvements, les mouvements ludites, etc. Et les néoludites actuels. Bref, ça pose des questions intéressantes sur nos rapports aux techniques, sur la façon dont il faut les envisager, puisque l'humanité, après tout, finalement, on pourrait dire, coévolue avec les techniques qu'elle produit. Elle produit des techniques qui ont des conséquences sur les humains, ne serait-ce que, je sais pas, les téléphones portables, les voitures, la télévision, enfin, c'est une évidence, le feu, hein, c'est des techniques qui ont eu des conséquences sur les humains. Et donc, du coup, il a fallu, alors on le voit dans Dune très bien, encore une fois, il a fallu, cette fois-ci, s'adapter, transformer, renoncer, se transformer. Il n'y a plus les machines pensantes. Alors, qui fait 3x2 ? Moi, je ne sais pas faire. Comment on fait ? Eh bien, il y a des gars, là, on voit le mentat Tufirawat, des mentates, des gens qui sont disciplinés, entraînés pour mener par des cerveaux humains, éventuellement amplifiés, des calculs qu'avant faisaient les machines pensantes. Et on ne veut plus des machines pensantes. Et donc, il faut transformer les humains. On peut les transformer aussi génétiquement. C'est toute la veine du Bene Gesserit, cet ordre féminin qui décide, alors évidemment, vu de maintenant, c'est un peu curieux, qui décide une lignée génétique pour aboutir au mâle ultime, alors que c'est un ordre féminin, bon, quand même. C'est l'époque, quoi. Bon, d'accord, ok, on a le droit de... Mais maintenant, vu de maintenant, évidemment, Herbert. Et puis, on le voit, là, c'est les navigateurs de la guilde représentés dans le film de Lynch. Là, qui est un humain à l'origine, mais qui est si transformé par sa consommation massive d'épices qu'il devient un être éminemment curieux à voir, mais qui a une origine génétique humaine. Donc se transformer. Et une leçon pour aujourd'hui, parce que bien sûr, il y a toutes ces choses que nous avons vues, ce rapport aux techniques, bien sûr, on a joué, on a fait des enquêtes, mais il y a la question qu'on peut se poser, c'est maintenant, est-ce que quand on s'adapte, est-ce que c'est suffisant ? Et pensez à chaque fois en ayant en tête les problèmes de l'humanité actuelle, l'adaptation au changement climatique. On parle aussi d'atténuation, parce que autant sur Dune, la planète est aride et très sèche et très hostile, mais ce n'est pas pour des causes des gens qui sont dessus, c'est parce qu'elle est comme ça. Nous, on est un peu impliqués dans l'affaire, donc il y a l'atténuation qu'il faudra rajouter, mais adaptation, est-ce que c'est suffisant de s'adapter ? Est-ce que l'atténuation sera-t-elle assez rapide que j'évoque pour notre affaire ? Est-ce que la transformation, est-ce que c'est raisonnable de transformer le monde ? Ou de se transformer pour s'adapter au monde. On pourrait imaginer des transformations génétiques des humains pour s'adapter au réchauffement climatique en cours. Ça serait plus de la géo-ingénierie, ce serait de l'ingénierie génétique sur les humains, des humains génétiquement modifiés pour supporter les températures ou les flux lumineux intenses qui vont se produire peut-être dans quelques dizaines d'années.
Et puis enfin, renoncer, est-ce que c'est supportable? Est-ce qu'on peut se permettre de renoncer à certaines choses? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas si indispensables qu'il est extrêmement difficile d'y renoncer ou inenvisageable mentalement, mais peut-être pas physiquement d'y renoncer. Donc ces questions-là, de rapport de l'humanité à son environnement, ces techniques, s'adapter, atténuer, transformer, se transformer et renoncer, sont clairement inscrites dans le roman pour peu qu'on sache lire entre les lignes. Et c'est en ce sens-là que ce roman est une richesse absolument extraordinaire, à la fois parce que c'est un bon roman, d'abord, plaisant à lire, que ça a donné lieu à des films tout à fait regardables, même si le Lynch, on peut discuter, mais il est quand même, ça reste un film tout à fait intéressant. Le Villeneuve, il est esthétiquement plutôt réussi, même s'il s'éloigne un peu plus que le Lynch de la ligne du roman. Et puis, ça pose des questions finalement sur notre monde. C'est ça qui est intéressant dans la science-fiction. C'est un miroir de notre monde, un monde des années 65, mais qui a un message qui peut perdurer bien au-delà, parce que des questions se posaient déjà à propos du rapport de l'humanité à son environnement à ces époques, même de façon moins concrète. Mais ce détour par ces mondes imaginaires nous fait revenir sur Terre différents, on espère exalté, on réjouit et prêt à prendre à bras-le-corps tous les problèmes qu'il faudrait prendre à bras-le-corps pour que l'humanité finalement soit globalement dans une situation meilleure qu'elle n'est actuellement. Merci beaucoup de votre attention. C'est la discussion, mais en restant dans la physique. Il y a quand même quelque chose qui a été caché dans ton explication à propos de l'étoile, la température, c'est bien, mais c'était presque au moment où tu cites Coriolis à cause du vent, mais tu n'as pas parlé de la rotation. L'autre paramètre qu'on ne connaît pas. Ouais. Alors tu te dis les saisons sont très longues, etc. Mais quid de la rotation, de la durée du jour, de la durée du jour. Alors ça, on n'en sait rien, on ne le sait pas. On en est réduit à conjecture. Il y a une alternance jour-nuit, manifestement. À cette distance, il ne peut pas y avoir de ce qu'on appelle de rotation, de synchronisation entre la rotation et les révolutions. Les forces de marée de Canopus sont si faibles à cette distance qu'il n'y a aucune raison qu'il y ait de synchronisation, rotation-révolution. Mais on ne sait pas. Exactement. Ça, on ne sait pas. Alors, on en est réduit à conjecture. Bon, par hypothèse. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, moi, ce que j'en pense, j'en sais rien. On ne sait pas la valeur. Donc, il faut en prendre une qui te fait plaisir. Non, est-ce qu'à partir des propriétés du vent, oui. la vitesse, etc., Coriolis, Ouais, avec les vents énormes. Oui, non, mais ça peut être aussi, les vents, ils peuvent être aussi dus à des différences de pression considérables, on le voit même sur Terre. Et puis il y a des vents qui sont, par exemple, les vents catabatiques sur Terre, qui se produisent dans le pôle Nord, pas au pôle Nord, dans l'Antarctique, au pôle Sud, les vents catabatiques, c'est des vents qui descendent des hauteurs, des vents très froids avec de l'air très dense et qui déboulent le long des pentes, et parce que c'est un air très dense et très froid, ça peut atteindre des vitesses considérables de plusieurs centaines de kilomètres par heure. Donc il peut y avoir des tas de circonstances locales, indépendamment de la rotation de la planète sur elle-même, qui fait que les vents sont intenses. Voilà. Donc la rotation va jouer là-dessus, mais au pôle, ça tourne en rond, si j'ose dire. Et donc, là, c'est une région polaire. Oui, ils sont plutôt dans les régions polaires, mais ils ont chaud quand même. Malgré tout, c'est dans un polaire où il fait chaud. Il n'y a pas de glace, semble-t-il. Il y a eu sur la Terre, il y a eu des périodes sans glace où la Terre était complètement libre de glace. Juste pour être sûr d'avoir bien compris, pour revenir sur le principe de déplacement par contraction de l'espace-temps, dans la simulation qui a été faite, où il y a donc, on va dire, de la matière et de l'antimatière, si j'ai bien compris, une énergie. Non, c'est pas de l'antimatière. C'est négatif, il faut que ça dilate, il faut le contracter. C'est ça. Et en fait, ça, le référentiel bouge, ou alors ça provoque, cette polarité, elle provoque le déplacement du pli. C'est l'idée qu'en fait, c'est comme si tu creuses je caricature, mais si tu creuses un trou devant toi et tu tombes dedans, et puis tu creuses un trou devant et puis tu tombes dans le trou suivant, et puis tu bouges celui qui est derrière. C'est pas si simple que c'est pas ça exactement, mais c'est l'idée, c'est que ça s'appelle de propulsion métrique. C'est-à-dire au sens tu déformes la géométrie, c'est littéralement déformer la géométrie pour se déplacer. Donc c'est profiter de ce tissu spatio-temporel élastique, dans ce cas de la relativité générale d'Einstein, pour creuser un trou de vent, si j'ose dire. Okay. C'est-à-dire mettre une masse devant toi et tu tombes vers elle et puis tu la déplaces. C'est une onde en fait. Il ne faut pas que ça ressemble au baron Munchausen qui se tire par le cul du pantalon pour se propulser dans la hauteur. C'est pas ça. Ouais. Mais il y a l'idée, parce que c'est pas juste la contraction devant, c'est aussi la dilatation derrière, pour que ça puisse se déplacer.
Ouais, donc c'est semblable à enfin, si c'était visible, ça serait la propagation d'une onde, ça serait un phénomène Ça ferait, regarde les simulations d'Alessandro Roussel, elles sont incroyables. C'est vraiment beau, il tient compte de tout, de la déformation. Parce que cette bulle qui est là, elle déforme la trajectoire de la lumière en arrière-plan, des trucs loin derrière, donc ça déforme l'ambiance lumineuse qui est derrière. Et puis, cette bulle-là elle-même, elle se déplace, donc il y a des effets Doppler sur la surface de la bulle, il y a plein de choses qui se passent. C'est assez étonnant. Okay. C'est assez étonnant de voir, enfin, vraiment, c'est du beau boulot, quoi. C'est un joli boulot de représentation. Merci beaucoup. Je renvoie à cette vidéo qui est vraiment magnifique. Je ne sais pas si vous l'avez dit, mais est-ce que Frank Herbert était physicien ou est-ce qu'il y avait une formation scientifique ? Non, il n'est pas physicien. Il a sans doute une culture scientifique, mais il n'est pas physicien ni scientifique, mais c'est un journaliste, donc il a dû faire, s'il a fait bien son travail, sur les lunes de l'Euron, il s'est renseigné sur plein de choses, il a appris des choses, peut-être s'est-il documenté auprès de collègues ou d'amis, mais en tout cas, il a des compétences scientifiques, sans aucun doute, des connaissances scientifiques, mais sans doute pas besoin d'avoir un grand savoir scientifique. Il y a des auteurs, comme par exemple Hal Clement, un petit auteur, un des petits maîtres, comme on dit, de la science-fiction américaine, de l'âge d'or. Hal Clement, lui, il avait vraiment des grosses compétences scientifiques. Et dans son roman qui s'appelle Mission Gravité, vous avez peut-être lu ce roman, où il y a une planète extraordinaire, qui a une gravité extraordinaire, au pôle 700 gravités terrestres, à l'équateur 3 gravités terrestres, à cause d'une rotation incroyable qui tourne extrêmement vite sur elle-même. En 18 minutes, la période de rotation, la force centrifuge à l'équateur est telle qu'il ne fait que 3 gravités terrestres. Je ne vous dis pas le truc de fou. Et donc, il a vraiment essayé de détailler plein de choses de cette planète à partir de ces éléments de connaissance scientifique de son temps et de ce que lui maîtrisait. Donc, il peut y avoir différents niveaux. Donc, Herbert, il est plutôt dans le bon niveau, mais ça reste assez général et au niveau de quelqu'un qui est un amateur de science sans être quelqu'un qui a une connaissance spécialisée, un peu plus spécialisée. J'ai cru comprendre que Arrakis a quand même subi une catastrophe environnementale avec le ver des sables qui a été introduit. C'était pas à l'origine une planète de sable, du coup. Est-ce que vos calculs du début sont encore exacts ? Oui, alors, quand je dis calcul, ça serait bien prétentieux que je prétende ceci être des calculs. C'est plutôt des back on the envelope, comme on dit en anglais, des coins de table, des calculs de coins de table, des estimations, pour se faire une idée. Ça ne sert à rien de rentrer dans des grands détails, dans un monde qui, de toute façon, n'est pas cohérent à tout point de vue. Mais cette planète a dû être modifiée d'une façon ou d'une autre. D'abord, elle avait de l'eau, elle n'en a plus, elle a pu évoluer spontanément. Les vers des sables ont été amenés de l'extérieur, et donc les pistes n'existaient pas. Donc on peut dire que les vers des sables, peut-être, ont été amenés de l'extérieur et ont évolué sur cette planète. Et puis d'ailleurs, dans le Messie de Dune, les vers des sables, on se dit quand même qu'il y a une seule planète qui produit de l'épice, les Fremen ont pris le pouvoir, ça serait bien si on produisait ailleurs. Et donc on prend des vers des sables et on essaie de les implanter sur d'autres planètes. Donc il peut y avoir cette idée qu'on va déplacer les êtres vivants d'une planète à une autre, comme on l'a fait d'ailleurs sur Terre, où on a amené volontairement ou involontairement des animaux. Quand les colons sont arrivés en Amérique, ou quand les colons sont arrivés en Australie, ils ont amené avec des animaux, y compris des êtres microscopiques qui ont fait des désastres dans les populations locales, des microbes ou des bactéries qui ont fait des désastres. Et donc, il y a cette possibilité-là. Après, on en est réduit à conjecture, puisqu'il nous manque beaucoup d'observations. C'est qu'en astrophysique, des fois, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, avec ce qu'on voit. Et quand on ne voit pas, on ne voit pas. Donc, d'une certaine façon, ça n'existe pas. Néanmoins, on peut quand même se livrer à des conjectures de plausibilité, de conjectures cohérentes entre ce que l'on sait et puis en comparant à la Terre. Il y a une idée qui est derrière, d'ailleurs qui est commune à l'astrophysique. Il y a une hypothèse, c'est que cette physique de ces mondes imaginaires, c'est la même que la nôtre. Peut-être que les vers des sables, ils fonctionnent sur un autre mode. Mais Frank Herbert nous donne des éléments qui nous laissent sous-entendre que ça fonctionne comme nous. Mais on pourrait... moi, je fais des analyses de Star Wars aussi. Personne ne me dit que dans Star Wars, la physique est la même que chez nous. Et donc, je fais cette hypothèse, comme font les astrophysiciens, oubliés qu'ils le sont, parce qu'il n'y a pas un type qui est là depuis 14 milliards d'années en train de vous dire « Tic, ça fait 14 milliards d'années que l'univers est là », ou un gars qui a été mesuré au centre du Soleil la température. Il faut reconstruire ça à partir des éléments d'information qui sont reçus, typiquement sous forme de lumière, mais il y a d'autres messagers d'information, mais typiquement sous forme de lumière, et reconstruire à partir de ce que l'on voit et de ce que l'on sait de la physique ici et maintenant sur Terre, une description cohérente de ce que l'on voit, toujours en surface. Longtemps, on a vu le Soleil en surface, et on a calculé ce qui se passait à l'intérieur. Maintenant, on voit le Soleil en surface, et par d'autres procédés, les neutrinos solaires ou l'héliosismologie, on a des informations sur ce qui se passe à l'intérieur du Soleil, ce qui a permis de calibrer les modèles mathématiques du Soleil intérieur. Comme la Terre, on n'a pas été au centre de la Terre et pourtant on sait ce qui s'y passe dans les grandes lignes à cause de toutes ces propagations d'ondes acoustiques, dans les secousses sismiques qui nous permettent d'avoir des informations internes sur la Terre et une modélisation, une représentation cohérente entre ce que l'on observe et ce que l'on
pense être à l'œuvre comme mécanisme physique dans l'objet. Et donc là, pareil, on pourrait faire ça aussi. Alors, dans le cas de la vraie nature, c'est intéressant parce que ça ressemble comme à de la recherche scientifique. Dans l'autre cas, ça y ressemble aussi, mais c'est un peu vain parce que ça reste malgré tout un monde imaginaire. Donc, ensuite, en dehors du plaisir qu'on peut avoir de jouer avec ça, ça ne va pas beaucoup plus loin que ça, ce qui est déjà un plaisir. Mais moi, je pousse à un certain degré sans jamais aller à fond dedans parce que sinon, c'est passer beaucoup de temps pour, non pas un exercice vain, on s'amuse toujours un peu, mais voilà. Vous voyez que c'est dans le vrai monde, bon, là, ça compte. Là, on essaie vraiment de comprendre ce qui se passe dans le vrai soleil parce que il est là, quoi. Et c'est plus important. Il y a une cohérence qui est assurée par défaut. Le monde est cohérent par défaut, on en est certain. Alors que pour ces mondes imaginaires, bon, des fois, ça tient pas ça tient pas longtemps, quoi. Voilà. Juste comme la question a été évoquée des phénomènes sismiques éventuellement sur la Terre, est-ce qu'il y a moyen de reconstituer quelque chose sur Arrakis ? Alors, par contre, ce qui est intéressant, mais ça, c'est autre chose. C'est l'idée que quand on fait des vibrations dans le sable, alors les vers des sables, ça les excite un peu. Alors les moissonneuses qui ramassent l'épice, il faut qu'ils rasent les murs, ils font ça vite et après ils s'en vont. Et puis quand on veut appeler un ver des sables c'est le métro, là, l'autobus, ding ding, on met un marteleur qui fait pas du bruit, en fait, qui fait des ondes qui se propagent. Et alors là, c'est intéressant parce que ça permettrait d'évoquer pour quelqu'un qui serait spécialiste de ces questions, les animaux du désert, notamment certaines araignées ou serpents ou bestioles qui sont sur le sable du désert et qui détectent qui se passe à distance par les vibrations du sol, une sorte d'acoustique, d'acoustique de géophysique, mais à petite distance, à quelques mètres ou quelques dizaines de centimètres de distance. Et là, on a l'impression que les vers sont sensibles à ça, et particulièrement atrabilaires. Ils n'aiment pas trop qu'on les excite comme ça, mais il y a cette question-là, effectivement, de marteleur. Alors là, c'est encore un objet technique, ça, le marteleur. Il faut bien qu'il ait une batterie, il n'est pas alimenté, il n'y a pas, imagine, au milieu des airs, une prise électrique, donc il a un stock d'énergie dedans, une batterie, quelque chose comme ça, et puis il y va, il fait son mouvement pour appeler le ver des sables. Et quand le ver des sables, je ne sais pas s'il réussit à récupérer les marteleurs, mais si c'est inconsommable, tandis s'il est perdu à chaque fois qu'on appelle un ver, il faut des usines de marteleurs, de l'énergie, enfin vous voyez, mais ça a l'air tout bête, mais c'est comme quand j'étais petit, mais quand est-ce qu'ils vont aux toilettes, les personnages? En fait, il y a un monde caché dans ces mondes-là, comme le monde réel, il y a un monde caché, des choses invisibles qui se passent pourtant. Et c'est intéressant de se poser des questions sur ces invisibles. Qu'est-ce qu'il y a au centre du Soleil ou au fin fond de l'univers? Qu'est-ce qui se passe dans les autres pays alors que j'ai jamais été? Est-ce qu'il fait vraiment nuit de l'autre côté de la Terre pendant qu'il fait jour ici? Enfin, vous voyez, toutes ces questions qu'on ne voit pas et qu'on est autorisé à se poser et à investiguer quand on est enfant, même quand on est adulte, avec des invisibles peut-être de niveau plus méta, mais qui sont de la même nature. Donc voilà, là on pourrait effectivement discuter sur toute l'industrie du marteleur sur Arrakis et des questions de propagation des ondes acoustiques dans les milieux granulaires qui sont utilisées explicitement par tout un tas de bestioles, si j'ose dire, pour détecter leur proie, ou au contraire, il y en a un qui arrive par là, ben moi je vais par là, quoi, c'est plus sûr. Ça doit être assez atténué quand même, les ondes dans le sable. Oui, mais il y en a qui fonctionnent comme ça. Ça suffit quelques centimètres. Quelques mètres, ça suffit. Mais alors, du coup, le ver des sables qui repère une moissonneuse à 20 km. Ouais, ben, ils ont des moyens particuliers. Ils ont peut-être je sais pas, ils ont des moyens. Voilà, il faut imaginer quoi. Mais il peut y avoir des moyens, alors dans le sable non, parce que c'est comme un milieu dense, mais par exemple les baleines, grâce au canal SOFA, grâce à ce canal, l'eau, la vitesse par exemple, du son dans l'océan varie avec la profondeur, essentiellement parce que la salinité varie et la température varie. Et il y a une profondeur où la vitesse du son est maximum dans l'océan, elle augmente, après elle diminue. Et à cet endroit-là, autour de cet endroit-là, où la vitesse du son est maximum, il peut y avoir, quand vous émettez un son dans ce canal, le son il est spontanément guidé, comme dans la lumière, dans une fibre optique, il est guidé par réflexion totale, entre guillemets, pas les parois, il n'y a pas de parois, mais sur les limites de ce canal SOFA. Et les baleines émettent des infrasons qui se propagent sur des centaines de kilomètres. Et c'est pour ça qu'un pétrolier qui gargouille quelque part, ça peut emmerder les baleines en Atlantique Nord, parce qu'elles entendent ce truc, un son très grave qui vient de très lointain. Et donc on s'en rend pas là. C'est réaliser ça, quoi. Réaliser qu'on a un monde qui est d'une richesse absolument stupéfiante, en dehors de nos sens à nous, qui sont déjà assez étonnants, d'un monde qui est d'une richesse stupéfiante, qui a plein de physique dedans, il y a plein de biologie dedans, et que c'est, encore une fois, c'est curieux, mais on arrive à se poser ces questions en allant dans des trucs de science-fiction, parce qu'on est intéressé par ça, mais si on est spontanément intéressé par les baleines, on finira par tomber sur cette affaire aussi. Donc à la fin, ce qui compte, c'est qu'on apprenne des choses, voilà, qu'on apprenne des choses, et qu'on s'émerveille d'une certaine façon de notre monde et du monde en général. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager autour de vous et à vous abonner sur notre chaîne YouTube pour recevoir les prochaines. Nous vous rappelons également que vous pouvez retrouver le dernier numéro de la revue de la FIS Sciences et Pseudosciences en kiosque et sur notre boutique en ligne, ainsi qu'accéder gratuitement à tous les anciens numéros sur notre site internet afis.org et sur notre application smartphone Afis Science. De plus, si vous souhaitez soutenir notre association, vous pouvez également adhérer via notamment notre site internet. Encore merci, à bientôt.